Bonsoir, monsieur Gaffard. Nombreux à regarder ce programme. Sur table 21h, 23h. Nous allons évoquer deux thèmes ce soir avec nos quatre invités déjà en studio. Nous parlerons d'abord des partis politiques et des financements divers. On l'a intitulé Loi de l'Ormeta pour dire effectivement qu'on n'y voit pas toujours très clair dans ce domaine-là. Comment sont financés les partis politiques, que prévoit la loi et quelles sont les réalités autour, qui c'est peut-être la gestion des moyens financiers au sein de ces formations politiques. Un débat qui rebondit en pleine crise, qui, comme vous le savez, au sein du SDF. On s'en inspire pour en parler donc ce soir. Et en deuxième, on va dire un mot, une lecture des différents panélistes sur cette fusion désormais actée entre le JICAM et EUCAM, ou du moins l'Assemblée générale extraordinaire du JICAM qui s'est tenue ce matin a approuvé la fusion par avec 73,7% des voix exprimées, plus de 240 membres, donc 241 environ sur plus de 300, donc décidé de cette fusion-là. Demain, ECAM, l'autre entité, va également tenir une assemblée générale pour la même question. Là-bas, le débat n'est pas forcément aussi impactant. On va donc essayer d'interroger l'impact que cette fusion peut avoir sur l'économie nationale. Ce groupement qui s'agrandit et s'élargit surtout avec l'arrivée d'un nombre important de petites et moyennes entreprises. Sissé Bamanga, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à toute ma famille que j'ai retrouvée ici sur cette table. Quand je dis ma famille, vous comprenez, ce sont mes semblables politiques, ce sont mes aînés, mes amis, d'autres même mes frères. Je vais profiter aussi ce soir pour pleurer un petit peu. Vous savez, il y a eu des pèlerins qui sont rentrés pour la Mecque. Ça a été bien, tout s'est bien passé, mais malheureusement dans le Mayotte Sanaga, vous savez qu'il y a eu un accident. Il y a toute une famille qui est partie de Lounié Koundou dans le Mayotte Sanaga pour aller accueillir le chef de famille qui était à l'aéroport de Garoua pour retourner, mais sur la route de Pitois, vraiment. Et toute une famille est partie comme ça, on parle de 14 personnes. Vraiment, ça fait très très mal. Et une fois de plus, un camion grumier était sur la route comme ça, sans signal, sans rien. Dans la nuit, il n'y avait pas de lumière. Nous déplorons cela. Donc, je tenais vraiment à pleurer sur ce plateau. Et je pense que le débat va être très sain, très bon. Je dis à ceux qui nous regardent à la maison, prenez un jus ou alors du popcorn. Ça va aller très très vite. Évidemment que nous associons notre émotion à la vôtre pour exprimer toute notre amertume face à cet autre accident de la route. Bonsoir à vous, Charles Lisan. Je rappelle que vous êtes du FSNC. Oui, un parti politique d'opposition, il faut bien... Bon, dont le ministre est au gouvernement. Bonsoir, Charles Lisan. Et dont il fait partie de la plateforme de la majorité présidentielle aussi, pour le préciser. C'est vous qui le dites dans vos relations. Qui a été ministre de la Communication, le plus bon ministre de la Communication de Paul Biya. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est un plaisir pour le RDPC d'être invité une fois de plus à cette grande tasse de thé, de l'échange et de la pédagogie. Merci à vous. Évidemment, vous êtes du RDPC. Bonsoir à vous, Emmanuel Kounié. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je crois que les deux sujets que vous avez mis à l'ordre du jour ce soir sont très intéressants. Je crois que c'est important également pour les Camerounais et je pense que le panel ici pourra être à la hauteur des attentes de ceux qui nous regardent à la maison. Vous êtes du MRC et puis Guy Mesmin Wambo, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Dipita, bonsoir à tous mes copanélistes. Et je vous remercie une fois de plus pour l'honneur que vous faites au maire de la commune de Lou, en l'invitant à débattre avec des êtres sur des sujets qui naturellement ont une importance pour notre pays. Et j'espère que nous serons à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Je profite de votre antenne comme ça pour adresser un bonsoir à l'ensemble des populations de la ville de Lou, qui seront certainement nombreux à vous suivre ce soir.
Merci encore de toujours répondre à nos sollicitations. Merci pour cette amitié, à vous tous d'ailleurs. On va donc prendre la transition et évoquer la question du financement des partis politiques pour voir effectivement s'il y a une forme de clarté autour de cette question-là. Alors, on va donc rentrer dans le débat. Charles, on sait par exemple qu'il y a la loi numéro 2000 du 19 décembre 2000 relative au financement public qui, elle, cible généralement les partis politiques engagés dans les élections et donc repartit les financements publics en fonction des résultats obtenus. Mais au-delà de cette loi, il y a quand même des mécanismes internes de financement aux partis. D'abord, je vais donner la parole à chacun pour essayer de voir comment est-ce que cela se pratique dans vos partis politiques. Charles Elisan. Bon, tout d'abord, il y a la loi. Exact. Vous avez cité la loi 2000-015 du 19 décembre 2000 qui fixe le financement public des partis politiques, non seulement dans leur fonctionnement, mais aussi lors des campagnes. Absolument. Vous avez aussi la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral, qui parle, lui, par contre, qui est un peu plus précis, qui parle de l'État qui participe au financement des campagnes électorales par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques. Donc, ça c'est la loi. Et cette loi est claire dans le sens où les partis politiques sont financés par les perdièmes de l'État en fonction du résultat justement que vous avez engrangé lors des différentes consultations populaires. C'est tout à fait normal. Maintenant, quand on rentre dans le financement du parti, chez nous, au RDPC, c'est le titre 5. Dans le livre jaune, qui est notre Bible à nous, c'est le titre 5 qui parle des dispositions financières dans le RDPC à partir de l'article 70, 71, 72, 79, qui parle non seulement, 1, des taux de cotisation, 2, des droits de cotisation, et enfin des modèles de cotisation en fonction de l'organe auquel vous appartenez. Et je prends un exemple. Le militant s'inscrit adhère au RDPC par le comité de base. Le premier document qu'on vous demande, c'est une carte d'adhésion, et après vous avez une carte de cotisation. Vous payez des vignettes. Selon l'organe OJ, OF ou RDPC, vous avez une certaine somme à payer. Je vais par exemple prendre en témoin ici les derniers renouvellements des organes de base chez nous au RDPC. Il a été imposé par la circulaire du président national et reprise par celle du secrétaire général Jean Kouété que toutes les listes investies lors de ces scrutins des renouvellements des organes de base devaient payer une certaine somme en fonction de l'organe, en fonction de que vous appartenez au RDPC, à l'OF ou à l'OJU. Moi, par exemple, j'ai été candidat au poste de président de sous-section RDPC au quartier Maman-Sadou, deuxième. Notre liste devait verser une somme de 100 000 francs pour qu'elle soit validée. Et comme ça, vous avez plusieurs listes comme ça qui posent le truc. Et il y a enfin le placement des cartes de cotisation, les cartes d'adhésion. Dans le RDPC, c'est cloisonné. C'est même fait en fonction des organes. Vous avez 30% pour les cellules, 40% pour le comité de base, jusqu'à ce qu'au niveau du comité central, sur le trésorier général, comme ça que le RDPC fonctionne. Placement des cartes, subventions exceptionnelles de ces militants, cartes des gros militants, des grands contributeurs, et le parti avance avec ses moyens et aussi profitant aussi de son large éventail. D'accord. Prise de sol. Est-ce que chez vous, tout le monde s'acquitte assez régulièrement de ces... Non. Beaucoup trichent. Beaucoup trichent dans le RDPC parce que lorsqu'une fois qu'ils ont été élus, ils ont pris les postes de responsabilité, beaucoup ne s'acquittent pas annuellement de payer leurs cotisations, mais sont rattrapés. Sont rattrapés parce que lorsqu'il y a un nouveau jeu électoral qui arrive 5 ans plus tard, l'une des conditions, c'est être à jour de ces cotisations. Et là, les gars font généralement le rappel. Et ils se mettent à jour. Et là, le parti en profite pour engager beaucoup d'argent qu'on met dans la caisse et que le camarade de Gilbert Mifuna, qui est le trésorier général de notre parti, assure. Si c'est Bamanga, comment ça se passe chez vous? Ben écoutez, chez nous, ça se passe très difficilement, comme dans tous les partis politiques d'opposition. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes quand même un parti d'opposition, bien que nous sommes un peu plus proches du chef de l'État, pas du RDPC.
Vous savez, en politique, c'est comme ça. Des fois, il faut toujours choisir. Vous êtes de l'opposition, mais dans la majorité. Bon, ce n'est pas le débat. Dites-nous comment le financement se passe. Oui, je suis en train d'arriver, monsieur Dipita. Parce que vous savez que je suis sur le plateau avec un tigre du RDPC, de peur qu'il peut vraiment dulier mes propos. Donc, je vous disais que chez nous, ça se passe un peu compliqué. Ça se passe très mal, comme dans tous les partis d'opposition. C'est-à-dire que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, notamment mon frère et ami politique Zang, ils ont réussi à faire ce que tous les partis politiques deviennent, entre guillemets, des personnes qui tendent la main. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il a parlé tout à l'heure que chez eux, il y a la transparence, il y a cela, il y a ceci, il y a X, il y a Y. Ce que je veux dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, en dehors des lois qui encadrent tout cela, il y a aussi que normalement un parti politique doit se battre à fonctionner d'elle-même. Notamment un parti politique doit avoir des militants, un parti politique doit avoir des sympathisants, des admirateurs, un parti politique doit avoir des gadgets, pour ne pas dire une boutique, c'est-à-dire si vous venez acheter une casquette, un polo, une écharpe, un porte-clés, pourquoi pas une pochette de téléphone FSNC. Normalement, c'est comme ça que ça doit se penser. Mais bon, nous sommes dans un pays que vous savez que tout est presque pris en otage. Alors les partis politiques n'ont que les yeux pour pleurer et la main pour tendre. Maintenant, au-delà de ce que M. Zang a dit qui se passe dans le RDPC, dans le FSNC, c'est pas comme ça. Dans le RDPC, ils ont d'abord des avantages. Non, parlez pour vous. Non, mais je parle pour moi, mais je dois démontrer aussi à ceux qui nous regardent. Non, on va arriver à ce stade. Je veux aussi démontrer à ceux qui nous regardent que le jeu n'est pas mis sur la table, franchement. On va arriver à ce stade. Parlez d'abord, on veut d'abord comprendre comment chacun de vos partis. Chez nous, on n'a rien. D'accord. Personne ne cotise. On est comme d'autres partis d'opposition. Donc les militants du FSNC sont des militants pauvres. Le parti repose sur les épaules du président national. Je suis un cadre de haut niveau, c'est-à-dire au cadre du FSNC. Je n'ai même pas les moyens de cotiser. C'est compris. Voilà. Emmanuel Kouni. Oui. Au niveau du MRC, nous avons d'abord le financement des partis politiques. Nous n'en avons pas, puisque nous n'avons pas d'élus, puisque dans la loi, on a circonscrit cela. On a dit que le financement des partis politiques par l'État doit être orienté uniquement aux partis politiques qui ont des élus. Donc, nous avons il y a des moyens alternatifs pour financer les partis politiques et nous y sommes. Nous finançons notre parti d'abord par les cartes de membres. C'est-à-dire nos cartes de membres coûtent 1000 francs. Ça, c'est le minimum pour tout le monde. Chacun qui va adhérer au MRC doit payer sa carte de membre qui coûte généralement 1000 francs. Mais vous pouvez la payer au prix que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez une carte de 10 000, même de 100 000, on va vous établir une carte de 100 000. Ça dépend de vos capacités. Ensuite, nous avons les contributions statutaires. Les contributions statutaires sont annuelles, mais se payent normalement tous les mois. Le militant de base paye 100 francs tous les mois, donc sa contribution statutaire annuelle est de 1200. C'est le double au militant qui est à la commune, c'est-à-dire que si vous êtes déjà élu au niveau de la commune, parce que chez nous, les structures sont l'unité, comme unité de base. Il y a l'unité, il y a la commune, il y a le département et il y a la région. Bien entendu, il y a le directoire plus haut. Donc, à la commune, vous payez 1200. À l'unité, vous payez 1200 par an. À la commune, vous payez 2400. Au département, 5000. Et à la région, vous payez 10 000. Ça, ce sont les contributions statutaires. Ces contributions statutaires, vous devez payer systématiquement tous les mois. Ça fait partie, n'est-ce pas, des fonds qui nous permettent de financer le parti. Ensuite, nous avons des activités du parti qui sont financées. Par exemple, quand il y a une assemblée des structures, une assemblée des structures suppose que si c'est la commune, tous les responsables des unités doivent venir faire une grande réunion 1 fois par trimestre. Si c'est la commune, les responsables des unités doivent venir. Si c'est le département, les responsables des unités. Des unités. Si c'est le département, les responsables des communes doivent venir se mettre avec les responsables du département pour faire une grande réunion. Et au niveau régional, il y a l'assemblée des structures au niveau régional qui se tient également 1 fois par trimestre. Et en ce moment, donc, on fait une grande réunion qui a besoin qu'on puisse dépenser un peu d'argent. Et là, on décide dans les structures
comment est-ce qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, financer la compte du budget qu'on doit se donner. Par exemple, si on loue une salle très importante pour faire cette grande réunion, on va voir le budget et puis on va établir le budget, établir les dépenses, avec les recettes et les dépenses, et voir comment pouvoir financer cela. Ensuite, nous avons les ventes des gadgets, bien entendu. Il y a les pagnes, il y a les tricots, il y a les casquettes, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a comme gadget. Ces choses-là se vendent et puis ça se vend au niveau de la région et ça constitue, n'est-ce pas, une recette. Et bien entendu, il y a des personnes de bonne volonté aussi qui nous apportent des concours de temps en temps. Pas très souvent, mais ça arrive. Donc, voilà en gros. Et je peux dire qu'à travers tout cela, nous n'avons pas de problème particulier parce que nous avons suffisamment. Ça s'harmonise normalement. Oui, nous avons suffisamment de militants et puis chaque fois que nous avons demandé à nos militants d'agir. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons des prisonniers politiques qui sont en prison. Nous les entretenons. Nous payons la scolarité à tous les enfants. D'ailleurs, le président national a créé le cartable rose, qui veut dire qu'à la rentrée scolaire, tous les enfants de tous nos centaines de prisonniers politiques sont pris en charge. Toutes les scolarités sont payées. On les prend en charge de toute façon. Et dans leur famille, quand il y a des difficultés, on vient au secours. Et quand nos prisonniers sont en prison, nous faisons tout pour qu'ils puissent être un peu entretenus. Quand il y a un problème là-bas, nous intervenons tout de suite. Et puis, nous devons avoir un fonds dans nos caisses pour pouvoir, n'est-ce pas, réagir. Chaque fois que, d'ailleurs, dernièrement, il y a eu le vent qui a enlevé une tôle sur la toiture dans la cellule de nos prisonniers politiques, ils nous ont appelés. Et puis, le lendemain, le régional Massoma et moi, nous y sommes allés rapidement. Nous avons débloqué les fonds pour aller leur payer des produits d'hygiène, etc. Et puis, leur donner un peu d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, faire tenir leur morale, parce que nous tenons à ça. C'est pas vous qui avez financé la réfection Non, le régisseur a financé la toiture. Nous ne pouvons pas venir construire la prison, mais nous arrangeons, parce que nous avons perdu un militant en prison. Il souffrait du choléra, et il nous a été dit, le président national instruit tout le monde de veiller à cela, de manière à ce que ce genre de choses ne se produisent plus et que nous puissions nous assurer que les cellules dans lesquelles nos militants sont incarcérés soient régulièrement dans une propriété acceptable. Donc, nous leur apportons à manger tous les jours depuis qu'ils sont en prison, depuis 2020 qu'ils sont en prison. Et nous avons réparti les tâches par département. Il y a 4 départements. Vouri 1, Vouri 2, Vouri 3, Vouri 4. Nous finançons tout cela par, n'est-ce pas, les bonnes volontés, les dons. Et les gens le font allègrement, les gens le font avec plaisir. On estime que ces gens ne devaient pas être là. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, développer autre attitude que cela face à la cruauté de ceux qui nous gouvernent. Monsieur le maire, chez vous, ça se passe comment au SDF? Bon, disons qu'en principe au SDF, c'est de façon générale, je crois que c'est le même principe qui est développé dans le SDF. Ce principe a été certainement évoqué ici, sauf qu'il y a une certaine particularité, c'est que chez nous, au niveau des finances, on a un peu essayé de décentraliser, c'est-à-dire pour permettre aux différents circonscriptions électorales d'être autonomes. Et au niveau des différentes circonscriptions électorales, il y a un système qui est mis sur pied pour permettre aux candidats désireux de compétir aux élections futures de commencer à faire une contribution. À commencer à faire des contributions pour des campagnes futures. Et les montants également sont fixés dans le cadre de ces différentes campagnes. Je crois que ça commence également, comme ils l'ont dit ici, chaque adhérent paye une carte. Et je crois qu'ici, chez nous, la carte elle est annuelle. Et en plus de ça, il y a des contributions statutaires. Il y a des contributions statutaires qui peuvent être faites au niveau régional en fonction de votre statut. Et il y a des contributions qui peuvent être faites également au niveau national. Je pense également qu'il y a également les élus, au niveau, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des mairies et autres qui ont certainement une contribution qui doit être faite mensuellement. Donc disons globalement que chaque parti politique essaie d'inventer autant qu'il le peut le mécanisme pour se financer. Étant entendu ici que les partis, le mécanisme de financement ici au pays est annexé sur le nombre des élus. Et naturellement, en tenant compte du mécanisme et du système électoral qui est mis sur pied par le régime en place pour s'accaparer l'ensemble des élus,
naturellement, les autres partis d'opposition ont beaucoup de difficultés à se financer. Donc, globalement, nous pouvons dire que si les choses étaient bien organisées, je crois qu'à ce niveau, les partis politiques, s'il y avait une certaine équité, parce qu'on n'oublions pas que ici, ce que nous voyons ailleurs, il n'y a pas une certaine discrimination dans le financement des partis politiques pour permettre ici qu'il y ait une chance pour tous les autres partis. Mais malheureusement, on constate en réalité que la scène économique est taillée sur mesure pour permettre à un seul parti de régner avec une certaine obésité sans honte. Alors justement, l'autre chose, c'est maintenant dans le mécanisme de gestion de cet argent, toujours au cœur des partis politiques, on entend souvent des grincements de dents. Très peu souvent, on voit ceux qui font un bilan de gestion en fin d'exercice ou alors après une certaine période. Même dans les congrès, on voit pas toujours une forme du moins, très peu souvent une forme de lisibilité, une forme de clarté dans la gestion de ces fonds. Comment est-ce que ces fonds sont gérés en interne? Qui décide, qui débloque, les signatures, les bénéficiaires, à quoi servent-ils? Emmanuel? Non, nous n'avons pas ce problème. Nous n'avons pas ce problème parce que nous avons des organes. Je prends par exemple, moi je suis rapporteur régional du littoral. Alors, si nous prenons un cas, nous voulons organiser une assemblée des structures. Nous décidons de voter un budget. Nous désignons d'abord quelqu'un qui est président de l'organisation de l'Assemblée générale. C'est une fois tous les trimestres, on peut changer tout ça. Et il y a 2 commissaires aux comptes qui sont dans le bureau. Il y a une trésorerie régionale. Et tout est prévu, c'est-à-dire que c'est le trésorier qui encaisse l'argent, c'est le régional lui-même qui ordonne les dépenses, et puis les besoins sont pressentis par la personne qui est chargée de piloter de l'organisation. Donc à la fin de l'opération, à la prochaine réunion, on fait un rapport. Voilà ce qu'on a eu. Si les recettes ont été supérieures aux dépenses, on reverse le reste au trésorier, puisque nous avons trop de besoins. Quand je vous dis qu'on a le vent devait la toiture, et il nous fallait trouver le lendemain matin 180 000, quand on a besoin de 180 000, on dépense. Donc, nous avons le compte rendu, nous faisons les réunions du bureau une fois par mois, et nous avons l'assemblée des structures une fois par trimestre. Et au cours de cette réunion, il y a une rubrique par laquelle on rend compte, n'est-ce pas, de ce qu'on a encaissé, de ce qu'on a dépensé, etc. Bon, bien évidemment, les contributions statutaires ne sont pas dépensées à notre niveau, on les verse directement dans le compte du parti, puisque les contributions statutaires sont gérées par le directoire, c'est à ce niveau. Mais les fonds alternatifs que nous mettons en place pour pouvoir financer, n'est-ce pas, nos besoins réels sont gérés par nous. Et puis, il y a des postes de dépenses qui... nous votons d'abord un budget au début de l'année. On imagine, on se dit, bon, comme cette année, nous avons voté un budget, et nous avons imaginé un peu ce que pouvaient être nos besoins. Mais quand il y a des besoins qui n'ont pas été envisagés, nous proposons. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a même certains fonds que nous collectons comme ça. Peut-être il y a un deuil ou il y a quelque chose, un événement, quelqu'un fait un accident, etc. Main levée. On fait la main levée. Et puis on fait la main levée, on s'assure que la main levée est arrivée à bon port, et puis c'est terminé. On tire un trait dessus, on n'en parle pas. Donc, chez nous, c'est très, très, très bien organisé, et je crois que c'est un sport à la limite. Charles Elie. Oui, bon, je viens de vous remarquer que le grand Christian Penekoka doit se retourner dans sa tombe. En tant que c'est très bien organisé là-bas, la gestion de l'argent. Il a entré se retourner dans sa tombe, Christian Penekoka. Parce que si on rappelle sur Vivol, les gens vont tomber. Bon, c'était une parenthèse. Je voudrais dire à mon frère si c'est quand on est militant d'un parti politique, on s'acquitte de ses cotisations. Ça pose même le problème de la qualité du militant. Quand vous allez dans un parti, vous acceptez d'y adhérer, c'est que vous avez accepté et les statuts et le règlement intérieur de ce parti. Et que vous vous acquittez comme citoyen politique de ce parti, de vous acquitter de vos droits lorsqu'il s'agit par exemple des cotisations. Lorsque mon frère Cissé dit que je n'ai pas les moyens pour cotiser, c'est très grave. Je connais Cissé, je n'ai pas envie de dire, comme il avait dit une fois à la télé, que c'est un grand conseiller dans les bons de carburant, je l'assume. Je ne voudrais pas dire que Cissé a une grandeur sur lui qui coûte les yeux de la tête, il a un véhicule, il a un téléphone, il a tout, mais cotiser 1000 francs
annuellement qu'on demande aux militants. C'est un problème. C'est une dit plus ce genre de choses. Et puis, lorsque le maire Wabo, c'est-à-dire, ils sont en train de pleurer, c'est pourquoi. Lorsque le maire Wabo dit qu'ailleurs, il n'y a pas de discrimination, il ne sait pas quel est le pays au monde, bon, lui qui est maire, qui a la chance de voyager, qui nous dit un peu un pays dans ce monde où l'État finance tous les partis politiques de manière équitable. Non, on finance les partis politiques en fonction de votre poids politique. Et le poids politique d'un parti, c'est le nombre d'élus que vous avez. Ailleurs même, Kougne n'aurait pas la parole parce qu'un parti qui n'a pas d'élus ne parle pas. Donc c'est comme ça. Maintenant, pour revenir au RDPC, chez nous, nous faisons ce qu'on appelle chaque mois et les conférences de comité, les réunions de comité de base, les réunions de CIPAS, la première unité c'est la cellule, les réunions de cellules, les réunions de comité de base, les conférences de sous-section et les conférences des sections. C'est l'occasion, en ce moment-là, de poser 3 bilans. 1, le bilan socio-économique et culturel, ça permet de, par exemple, si un militant est décédé, ou alors si un militant s'est déplacé d'une zone à une autre, de remplacer l'organisation structurelle du parti. Ça permet aussi, à partir de ce moment-là, d'inscrire ceux qui ont atteint l'âge de la majorité légale sur les listes électorales. Et enfin, ça permet au trésorier, celui qui gagne l'argent, de faire un bilan financier. Comment ça fonctionne à la RDPC? Je prends un exemple. J'ai une réunion de ma sous-section. La première personne avec qui je me lève, on appelle ça quoi? La levée de fonds. Tous les partis se font ce qu'on appelle la levée de fonds. C'est-à-dire, j'ai une activité en Bamawundu en tant que président de sous-section. La première personne avec qui je me trouve sont les élites de Bamawundu. Je vois les conseillers municipaux RDPC du coin, les grands frères de militants du coin, qui apportent leur contribution financière pour la réussite de l'événement. Et la nouvelle forme de financement des activités dans le RDPC chez nous, c'est que le militant lui-même se prend en charge. Il n'y a plus un matelas financier qui est adossé à 100% sur ce qu'on appelle les élites. Parce que ces élites-là, étant les principaux contributeurs des activités du parti, imposaient leurs lois, mettaient qui ils voulaient sur les listes. La nouvelle forme de vision du président national du RDPC, c'est de faire en sorte que vous voulez être président de cellule, vous voulez être secrétaire général, le secrétaire d'un comité de base, vous voulez être commissaire au compte d'une sous-section, vous avez un taux à donner. Et lorsque tout le monde a donné 100 francs, 50, 200, 1000 francs, qui est cette caution que vous devenez auprès de la commission électorale, ça permet à ce que chacun de vous a son mot à dire et chacun se sent concerné par l'activité du parti. Et bien évidemment, le trésorier de votre organe est à même de vous faire des comptes rendus à chaque fois qu'il y a une réunion qui se tienne. 2 fois le mois pour les cellules, 3 fois le mois pour les comités de base, 1 fois le mois pour la sous-section et tous les 3 mois pour les sections. Quand j'étais président de section OJ, je le faisais. C'est en ce moment-là qu'on regarde tout. Parce que celui qui a la tête est ce qu'on appelle le juge de l'opportunité et celui qui dépense les fonds est ce qu'on appelle le juge de la régularité. Et enfin, les militants, qui sont ceux qui ont le pouvoir souverain, lors de vos réunions, vous jugent en fonction de l'argent qui est sorti, qui a été dépensé, et vous donneront comme ça plus tard leur onction. Il est arrivé un moment où les militants, d'après l'article de notre parti, demandent à ce que votre tête tombe, parce que vous ne gérez pas bien l'argent. Il peut aussi arriver des appuis exceptionnels venant du comité central. Je prends un exemple. Vous avez un meeting que vous organisez. Le comité central qui envoie un émissaire pour vous envoyer un appui. C'est l'argent reconté de toutes les cellules, de tous les comités de base, de toutes les sous-sections, de toutes les sections qui arrivent au comité central, qui est reparti de manière équitable par tout le monde. Parce qu'au RDPC, c'est 3 choses. La liberté d'entreprendre, la fonction régulatrice de l'organe souverain qui est le Congrès, au moment ci, le bureau politique et même... Et au niveau du Congrès, comment se vérifient les dépenses du Congrès national? Lors du Congrès, quand le Congrès se tient, le trésorier est le premier qui passe à la barre. Ça s'est tenu combien de fois? Le Congrès se tient tous les 5 ans. Et l'article 43, je savais qu'on en arrivé là. Je me suis préparé. Le dernier congrès de l'RPC s'est tenu en 2011. Mais toutefois, article 43 du livre jaune, vous le lisez, le bureau politique du RDPC peut se réunir en lieu et place du Congrès. Il s'est réuni combien de fois le bureau politique? Non, c'est une mauvaise question. Combien de fois? Non. Est-ce que le bureau politique... La réunion, c'est... Monsieur Kouya, vous avez commencé. Ouais. Puisque le bureau politique du... Écoutez-moi. Si le dernier congrès a eu lieu en 2011, oui. Ça veut dire que 5 ans plus tard, le second aurait dû avoir lieu quand? En 2016. Or, en 2016, le bureau politique s'est réuni le 4 novembre
au palais de l'unité et a entériné certaines décisions. Vous êtes combien dans le bureau politique là? Il y a combien de morts? Il y a eu combien de morts? C'est grave, hein. C'est-à-dire... Non, vous avez un parti. Mais nous sommes de vous C'est un répondre. parti qui nous gère. Laissez-le parler. Donc, monsieur, vous ne savez pas que le bureau politique du RDPC s'est réuni. Je dis, il y a combien de morts? Non, je réponds à votre question, laissez-moi répondre. En 2021, le point a été fait comment 5 ans Le après. bureau politique s'est réuni et a entériné certaines décisions, d'où celle qui vous énerve le plus, notre candidat désigné à la prochaine élection, qui est Paul Biya, c'est en 2021. Donc, pour le moment, M. Kougné, au RDP, tout se passe bien. Et il y a ce qu'on appelle le quorum. Dans toute assemblée constituante, législative, parlementaire, est-ce que le quorum est atteint? Qu'il y ait des morts ou pas? À la deuxième, nous avons 2 conseillers par leur âme qui sont décédés. Nous sommes déjà sur 41, nous sommes 39. Le quorum doit être atteint comment? La moitié plus 1. Si le quorum a été atteint, est-ce qu'on peut valablement délibérer? Oui. D'accord. Le quorum a été atteint? Oui, monsieur Kougné. Alors, SDF. Toujours sur la même question. Comment ça se finance? Comment ça se gère? Ordonnateur, débloqueur, bénéficiaire, compte rendu, pour essayer d'apprécier la clarté au sein du parti. Bon, je pense que il faut être honnête de dire que la gestion des fonds dans les partis politiques pose énormément de problèmes. Et quand j'entends mon frère Elisan essayer, c'est-à-dire que la façon dont il parle, je crois que, comme disent les autres, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement, je dirais même peut-être, vous êtes plutôt au ciel. Moi, je crois que il faut questionner l'utilisation des fonds qui sont quelquefois collectés dans les partis politiques. Et je voudrais dire que certainement, pour aller dans la structuration, au niveau du SDF, je pense que il y a un président, il y a un commissaire aux comptes, il y a un trésorier, il y a un secrétaire général. Et je pense que, comme dans toutes les associations, c'est le président qui est l'ordonnateur, sur la base certainement des besoins qui peuvent être posés par les uns et les autres. Nous pouvons également aussi dire que le SDF certainement a la chance de bénéficier quelquefois du financement de l'État. Et je crois que dans le cadre de la répartition, les régions reçoivent ce que je voudrais dire, peut-être une quote-part pour le fonctionnement. Mais pour être honnête, je mentirais en disant que j'ai la maîtrise totale de la façon dont les fonds sont gérés au SDF. Il y a une préoccupation qui, naturellement, de temps en temps surgit. Et je pense que, quelquefois, cette gestion est concentrée entre les mains d'une minorité de temps enceinte qu'il est difficile pour un responsable politique de ma trempe de vous apporter un éclairci sur la façon dont les fonds sont gérés. Je mentirais en essayant ici de vous dire des choses dont je n'ai pas la maîtrise. Il y a une préoccupation, il y a une difficulté réelle de donner certainement un avis assez lucide sur la façon dont les fonds sont gérés. Donc pour moi, je crois qu'il y a un réel problème en ce qui concerne l'utilisation des fonds dans les partis politiques. Et moi, je dirais que, vous savez, il y a certainement des militants, mais les cotisations quelquefois aussi ne sont pas assez faciles. Hein. Donc les fonds au niveau des partis politiques sont vraiment... On ne peut pas dire qu'il y a de façon permanente. On peut dire qu'on a de l'argent dans des comptes ou quoi que ce soit. C'est extrêmement difficile. Mais je sais que dans le cadre, par exemple, de la cellule ou bien de la circonscription électorale, dont, par exemple, j'ai la maîtrise, je peux évoquer la façon dont les fonds sont dépensés. Nous avons une trésorière et nous avons un compte au niveau de la banque. Et à chaque fois qu'un trésorier change sur la base d'un procès verbal, on change également les signataires. Donc on a un ensemble de 3 personnes qui signent. C'est-à-dire, il y a le président qui signe, il y a le secrétaire général qui signe et il y a également le trésorier qui signe. Sur la base, par exemple, des besoins qui sont exprimés par rapport à une activité, le président ne signe pas. Le président, lui, ne signe pas. Je crois qu'il y a le secrétaire qui signe
il y a le commissaire aux comptes qui signe et il y a le trésorier qui signe. Maintenant, c'est le président qui ordonne la dépense. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une dépense qui est d'un besoin qui nécessite un décaissement, le besoin est exprimé et posé à l'approbation du président. Le président valide la dépense et on procède maintenant au décaissement. Quand on a des collectes ou bien quand on a des contributions sont versées au trésorier et le trésorier maintenant fait un dépôt au niveau de la banque. Quand le trésorier fait le dépôt au niveau de la banque, il fait une copie de la pièce du justificatif et adresse une pièce au commissaire au compte pour permettre au commissaire au compte de suivre les dépenses. Donc voilà à peu près globalement comment ça se passe au niveau de la circonscription électorale. Mais au niveau macro, il me serait impossible d'apporter un éclairci sur la façon dont les fonds sont dépassés. Oui, on regarde avec Kougné. D'abord, vous verrez que cette deuxième question, je ne vais pas vous la poser parce que vous disiez tout à l'heure que le financement, ou du moins les financements chez vous sont différents. Alors, je voudrais vous demander comment est-ce que les activités du parti sont financées chez vous. Ça repose essentiellement sur le président national qui en fait en fonction des besoins. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui dépense, c'est lui qui justifie, c'est lui qui clarifie. Ça se passe comment? Écoutez, quand moi je dis que je n'ai pas l'argent pour cotiser, c'est à dessein. Je ne pense pas seulement à moi. Il y a des militants chez nous qui sont dans la Bénoué, qui sont dans le Marais d'Anaï, qui sont à Pousse, dans l'extrême nord, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, et ça dans toutes les partis politiques d'opposition, sauf dans le RDPC. Parce que dans le RDPC, M. Zang, il ne va pas nier ici que les cotisations sont même imposées. Parce que vous savez, autant pour moi que ça a circulé sur les réseaux sociaux. Quand le moment arrive, on dit que monsieur le maire, 300 000, conseiller municipal, 10 000, président de section, 5 000. Tout le monde voit ça circuler, monsieur Zang. Donc vous avez les moyens. D'autant plus que toutes les nominations, c'est vous. Oui, je cotise. Moi qui parle là, je n'ai pas encore été nommé parce que peut-être le président du Cameroun, c'est pas le président du FSNC. Pour être plus sérieux et rester sur le FSNC, ce que je voulais vous dire, c'est que chez nous aussi, on a une organisation. C'est pas grandiose. On a quand même le député Salmana, qui est quand même, je peux dire, le DAF de notre parti. On a le maire, la chance d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, comme le maire Erima Diwa, qui est depuis toi et tout ça, et aussi notre président national qui connaît comment ça se passe, parce que comme il a l'habitude de me dire souvent, j'ai fait autant des élections, j'ai fait beaucoup de choses en politique, donc ça se passe comment? Comme la dernière fois, il y a eu une grosse sortie où le président national est allé dans le nord pour aller un peu bousculer les partis politiques d'en face. Alors là, il a ordonné qu'on débloque une somme pour essayer de mettre les militants là-bas à l'aise et pour donner la visibilité à notre parti. Mais ça se fait souvent, il faut qu'il y ait une project list, il faut qu'il y ait un business plan, j'appelle ça comme ça. C'est quelque chose qu'il est très regardant sur les détails. D'autant plus que, comme je vous ai dit, quand vous êtes un parti d'opposition au Cameroun, malheureusement, vous n'avez que les yeux pour pleurer et la main tendue toujours. Parce que le camp d'en face qui est au pouvoir, et c'est des bonnes guerres, ils ne vous mettent pas à l'aise, ils ne vous donnent pas les moyens pour que vous puissiez bagarrer aussi comme eux. C'est comme si on vous donnait un gant de boxe et moi, on essaie de m'emballer les mains avec un vieux drap. Et on dit que bon, monter sur le ring, boxer, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Bon, on ne va pas pleurer, comme on dit souvent au quartier, on ne pleure pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaye, avec les moyens de bord qu'on a, et en face aussi, non seulement on refuse de donner ces moyens-là aux partis d'opposition, mais on nous embastille aussi, hein, monsieur député. On nous embastille, je peux vous dire, les militants du FSNC dans le Grand Nord, le plus souvent, je peux le dire aujourd'hui ici, parce que quand les gens nous voient, ils disent qu'on est alliés, on est ensemble, on est ceci. Non, on n'est pas ensemble. On est peut-être très proche de vous, comme je vous ai dit, monsieur Zam, mais même comme vous ne nous écoutez pas souvent.
Parce qu'il n'y a pas que le FSNC, il y a le MRC, il y a le SDF, il y a l'UPC, il y a le PCRN qui essaye de participer aussi à la construction du Cameroun. Mais vous ne faites qu'à vos têtes. À votre tête, autant pour moi, vous n'écoutez personne. Donc, M. Dipita, pour chuter, je dis qu'au FSNC, on essaye avec les moyens de bord, comme d'autres partis politiques. Je vous donne un truc à dessin. On est à Douala, 2e mois et Zang. Quand on va aller aux élections, vous allez voir Zang avec un pick-up CA en train de prendre les militants. Moi, c'est le moyen de l'État, non? Vous allez prendre ça ou comment? Moi, je serai obligé de vous appeler, monsieur Dipita, votre pick-up là que vous battez avec là, est-ce que vous pouvez me prêter? Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous réussissez à me prêter, même il faut que je cherche du carburant. Donc, c'est juste pour dire que nous, et là je mets comme ça, nous, sans mettre M. Zan dedans, c'est-à-dire le SDF, le MRC, le FSNC, le PCRN, l'UPC, on n'a rien. Et c'est fait exprès de ne pas nous donner les mêmes moyens. Ils le savent. S'ils nous donnent les mêmes moyens, la bataille va être rude et vous serez gagnés. Je vous laisse réagir aux interpellations de Elie tout à l'heure. Et puis après, on va essayer d'évoquer donc cette problématique de financement des partis politiques en période non électorale. En réalité, pas de financement. Tout à fait. Oui, j'ai suivi M. Zan parler de Suivival. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est encore une espèce de main levée. C'est-à-dire que c'est pour un événement ponctuel qu'on a décidé, n'est-ce pas, de faire une opération ponctuelle. Et parce que l'État avait volé l'argent du Covid. Bien sûr, voilà, ils ont volé 180 milliards. Oui, il faut bien préciser. On leur a donné 180 milliards. Et ils sont partagés les 180 milliards. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont partagé le butin par ministère. Alors qu'on ne leur demandait pas de partager. Les bailleurs de fonds leur demandaient de faire la riposte sanitaire, la riposte économique et la riposte sociale. C'est ce qu'on leur a dit. Ils ont trouvé moyen de partager le butin. Tel ministère 3 milliards. C'est ce qu'ils ont fait. Bon. Pour revenir donc, ça veut dire que nous avons fait Suivival. Il était question que les gens cotisent. On a fait une grande cagnotte. Il était question que les gens cotisent. Mais nous avons demandé aux gens de cotiser un peu partout, ceux de la diaspora également, ce qui fait que les gens pouvaient être aux États-Unis et cotiser. Aux États-Unis, on cotise en dollars. Les gens pouvaient être au Japon et cotiser en yens. Les gens pouvaient être en Angleterre et cotiser en livres, etc. Et il fallait justement que la personne qui était chargée de collecter cet argent au niveau de Paris puisse faire le point. Bon, ils ont mis un logiciel pour permettre la conversion systématique. Il y a eu un malentendu là-dedans. Mais c'est une opération. Une opération. Si cette opération a connu quelques difficultés, ce n'est pas, c'est-à-dire que on ne peut pas nous juger par rapport à ça. L'agent du bus est où? Il vous a écouté tout à l'heure. Il faut arrêter, il faut arrêter. Il m'a interrompu. Il faut laisser il y a 3 opérations, il y a suivi vol. L'agent du bus, l'agent de la télé. Mais vous pouvez faire c'est noté. Un parti politique comme le nôtre. Au RDP, son vol. Au RDP, son vol pas. Au l'agent du bus. Attendez. Au l'agent de la télé. Monsieur Zan, laissez-le répondre. Je voudrais vous dire que quand on est allé aux élections présidentielles, notre candidat a refusé le financement. Non, parce qu'il n'était pas question pour nous de prendre une caution de 30 millions et de venir donner un financement de plus 5. Il a refusé pour les Américains. Je dis bien qu'il a refusé. Et puis il a l'habitude de... la présidentielle, vous étiez au MRC. C'est pas ton problème. Je parle de mon candidat. Lequel? Le candidat du MRC. Alors, arrête de demander à ce monsieur d'arrêter d'aboyer. Je te laisse parler. Il faut qu'il dise la vérité, monsieur. Arrête d'aboyer. Pendant la présidentielle, Kouni était au SDF. C'est pas mon problème. Une seconde. Quel est son candidat? Il parle de qui? Il faut comprendre. Le candidat de mon parti. Une seconde. Élie, comment vous saurez s'il dit la vérité si vous ne laissez même pas parler? Non, quand il dit que mon candidat était... Mais laissez-le parler, on l'écoute. Bon, maintenant, notez. Non, j'ai noté. Laissez-le parler. Je me fais pitié. Même si je suis au SDF, je suis au MRC, je défends les intérêts du MRC. Laissez-le parler. Je n'ai plus rien à voir avec le SDF. Laissez-le parler jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc, je dis vous notez si vous avez nous avons refusé votre piètre financement de partis politiques parce que vous êtes malhonnête et insolent. Vous ne pouvez pas financer votre... Attention au discours de haine. À peu près 500 millions et penser que les autres vont avoir... Attention au discours de haine, Emmanuel Kouli. Non, discours de haine. Je dis qu'ils sont méchants. Non. Quand vous prenez 500 millions et vous donnez... Non, c'est un champ lexical qui n'est pas gentil. C'est pas normal. Non, il est comme ça. Ils sont injustes. Voilà, par exemple. Il est touché. C'est plus soft. Alors, je voudrais donc dire que, en ce qui nous concerne, on ne panique pas devant l'argent. Je vous ai dit à d'autres occasions que même quand mon président national a été nommé ministre, il a refusé la voiture de fonction. Il a refusé le logement de fonction. Mais il a le passeport pour le diplomate. Il a refusé tout cela parce qu'il ne voulait pas rentrer dans ce genre de choses. Donc nous ne paniquons pas quand nous sommes face à l'argent. Bon, je voudrais vous dire également que beaucoup de choses se financent chez nous par main levée. Et chaque fois que nous avons un financement,
nous essayons le plus possible à être transparents. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais entendu, en dehors de ce qu'il dit là, qui était quelque chose de ponctuel, à un moment trouble, où tout le monde était malade, où l'argent allait dans tous les sens, où eux-mêmes, ils ont dilapidé tout ce qu'on leur a donné. En dehors de ce cas, où il y a eu un problème, nous n'avons pas eu de problème. Et puis, nous ne disons pas que nous sommes au ciel, nous ne disons pas que nous ne pouvons pas avoir un problème, mais je dis que nous avons le moins possible des difficultés quant à ce qui concerne le financement de nos financements, la gestion de nos financements. Maintenant, il a dit que nous, on ne devait pas parler parce qu'on n'a pas des élus et tout. Je fais comprendre à M. Zan que si la loi camerounaise demande qu'on finance uniquement les partis politiques représentés à l'Assemblée, c'est parce que justement vous permettez de créer 1000 partis pour démontrer aux autres qu'il y a beaucoup de partis au Cameroun. Mais vous, en principe, vous devriez soutenir tous les partis politiques qui ont une autorisation d'exercer. Si vous ne pouvez pas, le faire, vous ne pouvez pas permettre à ce qu'on crée 1000 partis au Cameroun, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est absolument anormal. Et puis, pour parler des financements des partis politiques, un parti politique, le RDPC, est devenu un parti État. Parce que le gouverneur est militant du RDPC. Il a une contribution qui verse au RDPC en tant que gouverneur. Donc, quand vous atteignez le niveau de gouverneur, vous êtes militant du RDPC. Mais je vous dis qu'il contribue régulièrement. Et les autres autorités administratives ne contribuent pas. C'est un parti État. Tout ce qui... Regardez vos statuts. Moi, je ne lis pas votre paperasse là, mais regardez, vous verrez allez regarder, vous verrez que le gouverneur a une contribution qu'il verse dans votre parti politique. Et ce n'est pas normal. Et c'est valable pour tous les autres qui pensent que pour être sous-préfet, il faut être militant du MRC, du RDPC. Et partout où nous nous trouvons avec eux, ils pensent que l'opposition est contre eux. Ils se mettent de leur côté. C'est valable pour la police, c'est valable pour la gendarmerie, c'est valable pour tout le monde. Ils ont phagocyté tout le pays et c'est pour cela que c'est un parti État. C'est un parti État comme dans l'ancienne Union soviétique. C'est quelque chose de ce genre. Guy Mesmin, vous reviendrez. D'abord le maire. Oui, je voudrais dire, M. Dipita, quand on parle des financements des partis politiques, il faudrait poser le problème dans sa globalité. D'accord. Les partis politiques, aujourd'hui, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, quelle qu'en soit la bonne volonté, seront dans l'incapacité de mobiliser autant que le RDPC. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Vous savez, déjà, dans un premier temps, c'est que il est difficile pour... C'est-à-dire que, comment est-ce que je vais dire? Les gens ont, surtout la plupart des gens, ceux qui ont la possibilité de financer des partis politiques, ont beaucoup de craintes à s'afficher avec des partis d'opposition. Parce qu'on a constaté dans les années antérieures, et même aujourd'hui, que quand vous êtes de l'opposition, le régime en place fait tout et tout pour vous mettre en difficulté. Et ça fait, cette situation fait de telle en sorte que aujourd'hui, les gens ont du mal à s'afficher dans les partis d'opposition. Donc, il est difficile aujourd'hui pour un parti d'opposition de se financer. Et quand, par exemple, on parle aujourd'hui que c'est un parti État, vous refusez, non, vous ne pouvez pas tromper les Camerounais dans ce sens. On voit la plupart des temps les réunions du RDPC être organisées, même que ce soit dans les préfectures ou dans les sous-préfectures. C'est une évidence, oui, c'est une évidence. Et quand vous dites que vous faites des cotisations, moi je suis dans une ville où je vois la plupart, où mes frères sont, certains de mes frères sont des militants du RDPC. Et quand on fait même des cotisations, quand tu vois la somme elle est ridicule, la somme qui est cotisée par ces militants du RDPC, la somme elle est ridicule. L'argent vient d'où? L'argent vient de l'État. C'est l'État qui... et c'est pour cette raison que quand vous parlez que le RDPC a changé la donne, moi je vous concède ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a compris aujourd'hui que l'argent public, quand vous prenez l'argent public, tôt ou tard, vous rendez compte. Donc aujourd'hui, la crainte, à l'époque, le financement du RDPC, c'était à travers un détournement massif. C'est pour ça que la plupart des responsables du RDPC aujourd'hui se retrouvent en prison. Donc vous ne pouvez pas faire, on ne peut pas faire une comparaison entre le parti RDPC et les autres formations politiques. Vraiment, les autres formations politiques ont beaucoup du mal à se financer et il faut être très courageux pour être de l'opposition. Donc, directement, vous convenez que s'il n'y a pas une certaine masse critique
au niveau des personnes ressources qui peuvent adhérer dans les partis politiques, il est difficile pour eux, par exemple, de faire face à ce mastodonte qui est le RDPC. Donc, le financement des partis politiques, on comprend aisément pourquoi il y a cette difficulté aux partis politiques de se mouvoir en tenant compte de leur financement propre. Donc, c'est pour ça, c'est juste cet éclaircissement que je voulais apporter. Charles Lévy. Actuellement, vous êtes au pouvoir à Loum. Vous avez en face de vous le RDPC qui est dans l'opposition. Il ne faut pas perdre ça de vue. Faites pas la diversion. Vous êtes maire de Loum. En face de vous, vous avez ceux du RDPC qui veulent la mairie de Loum qui sont dans l'opposition. C'est ça le jeu politique. Comment avez-vous fait pour prendre la mairie de Loum? Qu'on s'inspire de votre exemple, ceux qui nous écoutent. Je voudrais vous relancer en même temps la question un peu de façon globale. Si j'ai bonne souvenance, le projet politique du SIF est le fédéralisme. Donc, c'est sur la base des lois votées par le RDPC, la décentralisation, oui, tout qui à fait. lui sont imposées, qui gère sa mairie, donc tout dans des contraintes fait. certainement. Non. S'il faut aller dans la gestion quotidienne d'une mairie, je suis conseiller municipal, le maire et moi, on va pas s'en sortir d'ici là. Donc, je voudrais maintenant, après le maire, dire à M. Kougne que vraiment, cet esprit de vouloir toujours déifier, rendre beau, rendre mignon, celui qui est votre boss aujourd'hui, qui n'est pas bien. Et l'enfer, ce n'est pas toujours les autres. J'ai souvent l'habitude de dire aux miens du RDPC que la chance que nous avons, c'est de diriger le pays. Mais nous devons aussi assumer nos tares. Et il a raison. Quand il dit que lorsqu'un militant du RDP se retrouve à la barre, au TCS, et explique que j'ai pris 14 millions le mois passé dans les caisses de l'entreprise parce que je devais financer un meeting. Le maire a raison. Ce camarade-là n'est pas un bon camarade. On n'a pas fait de lui DG, je sais pas moi, ministre, pour prendre l'argent de la caisse pour aller financer les partis politiques. C'était devenu un avatar, c'était devenu un truc où les gars se camouflaient, croyant qu'en disant à la barre que j'ai financé les activités du RDPC, j'ai fait ceci, on allait les Ils ne le font plus. Je ne sais pas. Le TCS a fait son travail. À le faire. Monsieur Kounisson a Le TCS n'a rien fait. Vous avez envoyé ceux qui ne vous arrangeaient pas là-bas et vous continuez à le faire. Non, mais à couper, vous coupez. Maintenant, vous avez essayé de balbutier avec celui, en prenant le yen, le livre, la livre Tu n'y comprends rien, c'est je sais, le franc français et tout. Vraiment, bon, je veux dire que Pentecote sur le final. C'est un cas ponctuel. C'est un événement. Je peux prendre une minute. Oui. Il y a l'honorable Samuel Motte qui souhaite intervenir. Et je pense que comme c'est un panéliste assez avisé, on peut le prendre en direct, qui nous dira un peu ce qu'il en pense. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, vous avez souhaité intervenir pour apporter certainement du vôtre? Oh non, pas spécialement. Je suis très loin de l'actualité, on va se reprendre tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure, ok. Tout à l'heure. Alors, je laisse poursuivre. Merci beaucoup, Jupiter. Donc, dans l'une des formes de financement des partis politiques, au-delà des organismes structurels d'un parti, on a ceci le placement des cartes, la vente des gadgets et tout, il y a aussi les levées de fonds. Interrogeons les levées de fonds qu'il y a dans les partis politiques. Le parti qui a le plus de scandales, c'est son parti. Quand j'ai fini par j'arrive. Quand j'ai fini par le suivi-vol, c'est faux. On parle rien du bus. Laissez la petite solidarité que vous voulez faire. Non, tu mens. Il faut faire ce que je mens. Bien sûr. Emmanuel. Vous avez essayé d'instrumentaliser. Mais c'est vrai que Vous avez essayé d'instrumentaliser M. Ekoka pour noircir le leader du MRC. Mais je pense que dans le fond, exactement de quoi il est question. Dans le fond, ne sortons pas de... Vous avez pris 180 millions, je suis dans le milliards, sujet. vous avez partagé. Monsieur député, je voudrais dire à monsieur Kougne que lorsque Zang est conseiller municipal, le jour que Zang sera maire et que tu auras à dire que Zang a volé de l'argent, je vais me rendre coupable. Ceux qui ont dit appelé 180 millions dont vous parlez là ne sont pas différents de ceux qui ont volé l'argent du bus qu'on a cotisé pour Kamtou. Ne sont pas différents de ceux qui ont volé l'argent du ATI. Laisse-moi parler. Qui a cotisé l'argent du bus? C'était où? Ok. Monsieur député, le problème c'est ça le problème au Cameroun. C'est-à-dire, ceux qui veulent le pouvoir vous font croire que la faute commune crée le droit. C'est-à-dire, ils vous trouvent en vous des voleurs, avec raison, mais eux, ils ont les voleurs chez eux, ils sont les gros voleurs chez eux. Moi, je vais démontrer aux Camerounais qui me suivent ce soir que, autant qu'on estime que 180 milliards ont été dilapidés, autant je dirais aussi que même 10 000 pour cotiser pour la télé, ça a été dilapidé.
Bon, nous avons tous suivi. Docteur Sosthène Médard Lipotin quand il partait. Donc, moi, je laisse ça. Je ne lis pas. Je mets ça de côté. Je voulais donc dire quelque chose. C'est pour dire que je parle de ce jeu-là. Donc, les financements, nous tous, hommes politiques de ce plateau, nous devons lutter contre ceux de nos camarades qui estiment que lorsqu'ils ont pris un poste, doivent gérer l'argent public ou l'argent, je ne sais pas moi quoi, comme ils veulent, comme ils l'entendent et tout. Et lorsque M. Wabou dit, par exemple, que les gens cotisent, ça ne donne pas. Mais M. Wabou, samedi passé, nous avons organisé un meeting à Lorbaba. J'étais le président de la commission de la communication. Bien sûr. Samedi passé, vous avez fait pour vous à Japoma. Il y avait l'autorisation. C'est même si vous faites qu'il y a de l'autorisation, non. C'est faux. Il n'y a pas fait meeting à Japoma. Il n'y en avait pas. À Japoma. Oui, on n'avait pas. À l'esplanade du stade Japoma. Il n'y avait pas. Seigneur. Le gouverneur et le préfet ont demandé de nous donner l'autorisation. Le sous-préfet, le droit troisième. Vous n'avez pas tenu un meeting? On a tenu le meeting sans autorisation. La force, on a déclaré le meeting. Bon, mais avancer. On n'a pas eu le récépissé. Oui, voilà, retiens ça. Donc, je te dis ça pour, retiens ça pour dire. Kolo, c'est facile. Je dis qu'on n'a pas eu. Je vais dire ce que j'ai à dire. Il a corrigé, allez-y. Vous n'allez pas m'interrompre. Allez-y, Eli. Ce jeu-là, je le connais. Puisque tu mens encore. Nous avons. Tu as encore menti. C'est faux. Discours de la haine. Puisqu'il dit ce qui n'est pas, il dit contre-vérité. Voilà. Il ne sait pas. Je dis que nous n'avons pas eu de récépissé pour le meeting de Japoma. C'est compris. Donc, je pense qu'il a noté. Vous avancez maintenant. Il a fini. Oui, c'est Ils bon. ont eu une autorisation. Non, nous avons. Voilà. Nous avons déclaré. J'ai dit. D'accord. J'ai dit. D'accord. Donc, nous avons tenu un meeting samedi passé. En termes de contribution, c'est chaque militant qui a donné sa contribution pour que ce meeting se tienne. Ça va en fonction de la bourse que vous avez dans votre poche, à l'esplanade de la mairie de Lorbaba, samedi passé. Le sous-préfet a donné combien? Quel sous-préfet? Emmanuel. C'est les militants. Donc, et puis, je suis quand même surpris de certaines choses que je suis ici qui font parfois que M. Dipétan se demande parfois, même si un sous-préfet contribue pour une action de sa communauté, où est le problème? Et pourquoi se faire de façon discriminatoire? Où est le problème? Non, je demande et enfin, M. Wabou nous discriminatoire. dit ici, il a pris la parole 3 fois après moi. Il a failli nous envoyer balader où il connaissait un pays où l'État finance les partis. Et son collègue a voulu nous embrouiller en disant que c'est pour ça qu'on crée beaucoup de partis. C'est les mêmes qui nous font parler de la liberté acquise chèrement en 90. En clair, les mêmes qui sont pour les libertés sont en train de demander à l'État de réduire et de restreindre encore ces libertés-là qui permettront à un Camerounais qui veut créer un parti politique, remplaçant les conditions de le créer. En quel cas, lorsqu'on a mis un pays de manière extraordinaire au Cameroun qui a 1350 partis politiques, il faut que l'État finance tous les 1350 partis politiques. Mais ce n'est pas possible. Encore que aujourd'hui, vous vous vantez, bon, c'est vrai qu'en 2000, pendant la présidentielle, je ne sais pas dans ce parti, celui qui était de ce parti disait qu'il a le plus gros budget de campagne du parti, de différents candidats à la présidentielle. C'est votre patron d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qui était à votre époque-là. Il a dit qu'il avait le plus gros budget de campagne. Il a pris l'argent là-haut. Si Maurice Kamto a réussi à lever autant d'argent pour aller en campagne et estimer avoir le plus gros budget de campagne de la présidentielle passée, ça veut dire que les gens peuvent croire en lui, les gens peuvent croire en son projet, les gens peuvent le financer d'une manière qu'il faut pour qu'il aille au combat. Ce n'est pas une histoire de que ceux qui sont au pouvoir ont fait que ceux qui sont au pouvoir. Non, vous pouvez lever des fonds. Ça ne nous fait rien. Kaba l'a fait. Kaba a fait lever des fonds ici de manière extraordinaire qui l'ont poussé à avoir assez d'argent pour aller au combat. D'accord. Donc, ne laissez pas toujours là, on se dit, c'est le discours, monsieur Kounié. Mais sauf que c'est encore vous qui dites que Médard pourra fuir avec la caméra. C'est encore vous qui dites que l'autre a fui avec la bus. Donc c'est votre manière à vous de fonctionner là-bas. C'est vous qui le dites, c'est pas nous. C'est vous qui le dites. Si c'est. Écoutez, Monsieur Dipita, moi je pense qu'on va profiter ce soir de votre antenne pour tirer l'attention de ceux-là même qui contrôlent l'argent de notre pays. Parce que, comme je vous disais tantôt, c'est que Zang peut-être n'est pas dedans. Il est aux affaires, il n'est pas un bandit, je le connais très bien, mais il a des camarades qui se sucrent avec notre argent, il faut dire la vérité. Oui, il faut dire la vérité, monsieur Zang. Il faut dire la vérité, parce que j'ai dit quelque chose ici que plusieurs ici ont essayé de suer. Mais on voit comment la note circule. RDPC signé comité central. Mais tant,
ceci, on impose cela. Et monsieur député, laissez-moi vous dire, c'est même votre façon de faire, monsieur Zan, qui a tué ce pays. Parce qu'aujourd'hui, tous les hauts fonctionnaires et les hommes d'affaires, on les laisse, ils ne payent pas l'impôt. Ils tuent le pays parce qu'on sait que lors des élections, on va l'envoyer l'enveloppe. Il va donner 10 millions au RDPC. Discours de haine, monsieur Sissi. Quand vous ne donnez pas... Personne ne tue le pays. Il y a peut-être des dérives. Il y a des hommes d'affaires. Écoutez, monsieur le député, il y a des hommes d'affaires. Ça, c'est pas un discours de haine. Ça, c'est peut-être un langage que nous avons. Ça, c'est un langage camerounais. Quand on dit tuer le pays, moi, je crois qu'on comprend exactement de quoi il est question. Oui, mais nous sommes en télé, hein. Attention. Monsieur Dipita. Monsieur Dipita. Oui. Monsieur Dipita. Je ne vais pas céder à cette distraction, monsieur Zan. Il est dans le bilan. Monsieur Dipita, vous avez les hommes d'affaires. Il est dans le bilan. Parce qu'ils sont proches. Mais son patron est dans le bilan. Ou alors parce qu'ils ont des accointances avec les amis de mon cher frère et ami d'en face. Ils ne s'acquittent pas de leurs droits. Parce qu'ils savent qu'on n'avait pas les inquiéter. Ce qui a un impact sur l'économie, c'est mieux dit comme ça. C'est ce que j'étais en train de démontrer. Voilà. Un monsieur vient avec 100 conteneurs de piles. Ah, il est du RDPC. Parce que le moment venu, il va financer 50 millions qu'il va gagner M. Bamanga, qui n'a que 1 million. Vous voyez déjà que c'est déséquilibré à droite la deuxième. C'est ce qui risque de se passer en 2025. Non, tu peux gagner avec 1 million. Sinon, vous ne pouvez pas me gagner. Si on met 1 million, vous donnez 1 million, vous ne pouvez pas me gagner. Mais comme vous avez les moyens de l'État et que tu auras la pick-up CA du sous-préfet de la deuxième, tu vas me gagner. Je le dis déjà à la télévision. Donc, j'essaie de démontrer cela. Quand je le démontre, je dis que vous voyez qu'on retourne, on contourne ces gens qui sont en face, avec qui quelquefois nous collaborons. Il faut dire la vérité. Nous collaborons un peu avec vous, mais vous ne nous écoutez pas. Monsieur Zang, vous ne nous écoutez pas. Quand la crise anglophone a commencé, par exemple, quel parti politique, quelle société civile, quelle organisation ne vous a pas fait des propositions? Vous avez écouté, vous n'avez pas écouté. Donc j'étais en train de vous la dire. Il y a eu monsieur Zang. Arrêtez la distraction. Ce que je veux dire, monsieur Dipita, pour chuter, c'est que ces gens-ci, ils savent comment ils font pour avoir de l'argent. Ils s'arrangent à ce que nous, on n'a rien. Et tant qu'on va fonctionner comme ça, vous allez toujours nous mener 2-0 avant le match. Moi, je voulais dire quelque chose. Il ne faudrait pas que toutes nos tâches soient rejetées. Ça, je suis honnête de le dire. Que toutes nos difficultés soient rejetées sur le RDPC. Je pense que quand on est ici sur ce plateau, on pose le problème du financement et de l'utilisation des fonds par les partis politiques. Et moi, en premier lieu, je dis que si vous avez de l'ambition en tant que parti politique et vous avez de l'opportunité, tant que vous ne saisissez pas cette opportunité pour mettre en exergue non seulement votre politique, votre programme politique, ou bien renforcer la base pour qu'au moment des élections, vous ayez quand même une possibilité de faire face au RDPC. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici à chaque fois dire que non, c'est uniquement à cause du RDPC. Laissez-moi continuer. Moi, je crois qu'il y a un problème de gestion de fonds dans les formations politiques. Parce qu'il y a des formations politiques qui ont eu suffisamment d'argent, ils ont eu des opportunités. Vous savez que dans le cadre des élections, c'est le financement, c'est non, même pas le financement public, c'est ce que vous avez en termes de moyens. C'est ce que vous avez en termes de moyens qui peut vous permettre de faire face. Parce que dans les élections, il faut le contrôle. Il faut faire la campagne, il faut faire le suivi. Et ça nécessite des moyens. Je le dis pourquoi. Je prends l'exemple de la commune de Loum. Si aujourd'hui, nous avons gagné à la majorité absolue et à 2 reprises, c'est vrai que nécessairement, il y a la personne qui a compté, il y a certainement le travail qui a compté, mais si nous avons réussi à contrôler les élections, à faire une bonne campagne, c'est parce qu'il y a eu des moyens qui ont été mobilisés. Et tant que vous ne pouvez pas mobiliser ces moyens, vraiment de Dieu, ne nous leurrons pas. On ne peut pas s'en sortir. Je crois aussi que les leaders politiques doivent également faire ce qu'on appelle le addianamento. Regardez effectivement si ils ne sont pas aussi à l'origine des difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de l'implémentation de leur politique. Il faudrait qu'on regarde. Donc, moi, je crois que, certes,
l'aspect politique au niveau du Cameroun est verrouillé par le régime en place. Mais je crois, de l'expérience que j'ai eue à travers deux fois, déjà même en 2007, nous avons gagné, on n'avait juste pas de l'expérience. Donc quand je regarde le processus, la façon dont nous avons mené les élections au niveau local, moi je crois que même si les partis politiques s'étaient vraiment mobilisés dans ce sens, ils peuvent mettre le RDPC en difficulté. D'accord. Bon, s'il vous plaît. Permettez-moi. Je voudrais dire à M. Guiwabo que vous avez gagné la mairie de Loum, c'est une mairie. Si on vous donnait 10 mairies, vous n'allez pas gagner. Vous ne pouvez gagner qu'une seule. Non. Monsieur Biya, attendez, Monsieur Biya, si on lui demande de sortir l'argent qu'il empoche, il peut gagner la mairie de Saint-Mélima, ou bien la mairie de son village, je ne sais pas où. Il ne gagnera pas plusieurs mairies. Le problème ici, c'est que l'État, les gens ont instrumentalisé l'administration. Ils ont fait que dans tous les villages, le commandant de brigade, le chef de village, le sous-préfet sont ceux qui représentent le RDPC. Donc ils n'ont aucun militant, mais le moment venu, ils prennent l'argent de l'État. Le sous-préfet, le chef de village et le commandant de brigade constituent directement un socle. Avec les moyens de l'État, ils gagnent la mairie. Oui. Donc il y a ce problème. Donc les partis politiques, là où vous avez une personnalité solide, elle peut gagner. Le SDF va gagner à droite, troisième. Elle a perdu un peu partout ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas des gens capables, n'est-ce pas, de mettre les moyens qu'il fallait. Or, ils ont les moyens de l'État, ils les utilisent à temps et à contre-temps, et ils mettent tout à leur disposition. Il y a eu les 3 000 milliards pour les stades, il y a eu 1 500 milliards pour les projets structurants, ils ont mis tout ça dans leur poche, ils peuvent le faire. Et puis, ils ont complètement embrigadé l'administration. Alors, quand l'administration devient, pour être dans l'administration, il faut être militant du RDPC, ça fausse le jeu. Donc on ne peut pas dire que les partis politiques... Qu'est-ce que nous allons faire? Monsieur Kounié, moi je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Non, ne liez pas, monsieur Ezizan. Nous sommes... Non, ce n'est pas exactement... Non, moi je crois que je suis assez déçu quand vous dites que c'est le SDF. Non, écoutez, monsieur Charles Ezizan, quand vous dites que le SDF c'est contre le SDF, moi je crois que c'est assez enfantin de le dire. Moi, nous sommes ici pour analyser des sujets qui ont une certaine pertinence. Donc, il est important qu'il faut être honnête si à jamais on veut trouver des solutions. Laissez-le parler. Laissez-le parler. C'est à lui là. Bon, moi, je voudrais dire une chose. Je vais prendre par exemple, quand vous le dites que si on donnait 10 mairies, on ne peut pas le remporter. Je dis que non, c'est faux. Moi, je prends ça dépend des moyens que vous avez. Ben, non, laissez-moi continuer. Je prends par exemple le cas de ma formation politique. Vous pensez que si vous ne réussissez pas à mettre ne serait-ce que les listes électorales dans un département, vous croyez que vous allez faire quelle magie pour gagner? Parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que avant de commencer les élections, le RDPC est déjà sûr d'avoir gagné peut-être même la moitié des sièges. Parce que les partis d'opposition ne se sont pas présentés. Il faut dire qu'il y a une grosse faiblesse à ce niveau. C'est encore les moyens. Non, et même quelquefois, quand les gens ont des moyens, qu'est-ce qu'ils en font de ces moyens? Qu'est-ce qu'ils en font de ces moyens? Vous pensez que l'opposition a déçu au Cameroun. Et c'est ça qui a fait que le Camerounais lambda n'est plus très intéressé à la chose politique. Parce qu'on a vu le comportement des hommes politiques. Aujourd'hui, les hommes politiques vocifèrent. Mais dès qu'ils ont l'opportunité de se positionner, ils vont se positionner. Et vous voulez que le Camerounais lambda croit aux hommes politiques comment? Moi, je crois qu'en réalité, il faudrait que les hommes politiques qui veulent vraiment que ce pays change, il faudrait qu'on les voit dans leur comportement. On ne peut, tant que ce n'est pas le cas, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous donnons, comme on dit vulgairement chez nous, nous donnons quelquefois le fouet au RDPC pour nous bastonner avec. Hein? Et qu'est-ce qui pose problème que les partis d'opposition ne peuvent pas se structurer dans une cohésion et en mutualisant les forces de part et d'autre? Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça? Vous avez vu ce que vous dites là quelque part? Quelque part. Dans un pays. Mais comment vous dites ça? Comment vous dites ça? Comment vous dites ça? Oui. Actuellement au Sénégal, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, ils vont aller au premier tour. Chacun va aller d'abord. Moi, je dis une chose pour finir. Je dis juste que les leaders politiques doivent revoir systématiquement leur façon de faire. Si nous voulons aujourd'hui qu'il y ait un changement, ce n'est pas en venant régulièrement sur les plateaux et en parlant qu'on pense qu'on va changer.
Le changement doit être quelque chose qui est vécu. Ça doit être quelque chose qui est là. Parce que quand je regarde le comportement des hommes politiques... Monsieur le maire, oui. Vous pensez que quand on va aux élections présidentielles, quelqu'un change tous les procès-verbaux. Vous êtes en train de nous parler de quoi là? C'est dans ce contexte qu'on va faire tout ça. Quelqu'un change tout le conseil constitutionnel, c'est lui qui met. Tout le conseil électoral, il le met. Et il donne les résultats avant, il dit qu'il a 74%. Vous voulez me dire que M. Biya a eu 74% aux élections présidentielles? On doit vous demander aux gens de faire quoi? Charles Lélé. Monsieur Diputa, je suis toujours amusé. Vous savez, Jésus est mort à 33 ans. Et nous qui croyons à la Bible, on dit que quand on a dépassé 33 ans, on doit avoir l'âge de la maturité. C'est quelque chose qu'on doit plus dire. Autant le maire Wabo nous surprend ce soir, opposant qu'il est, en disant certaines choses, autant moi j'ai aussi dit que je reconnais que dans mon parti c'était exagère. Je suis toujours surpris de ceux qui estiment qu'eux sont toujours les plus bons. Monsieur Kougno aujourd'hui dit que le Conseil constitutionnel, mais je vais toujours lui rappeler son patron, j'accepte. C'est le même Conseil constitutionnel à qui son patron a donné des cours contre le patron de Wabo, en lui disant que les décisions de cet organisme sont comme des dogmes. Quand ils ont fini de dire, on ne discute plus. En ce moment-là, quand il était ministre du gouvernement d'un tyran, c'était bon, c'était beau, tout allait bien. Et c'est ça. Et ça fait partie de ce que M. Wabo dit. C'est pour dire que lorsque le Cameroun l'âme s'assoit et se dit qu'en 2008, lorsqu'il y avait les émeutes dites de la faim, Maurice Kamto demandait à ce que Biya change la constitution pour enlever le verrou de la limitation de la limitation de mandat présidentiel. Il ne l'a jamais dit. Il le voulait. Il ne l'a jamais dit. Une lettre a été signée. Vous avez vu sa signature en bas. On ne va pas s'en sortir, monsieur. Mais il ne l'a jamais dit, monsieur. Vous mentez. Non, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est qui ça? Il passe son temps à dire. On va pas s'en sortir. C'était où? Il a dit ça où? On ne va pas s'en sortir. Il a dit ça où? On ne va pas s'en sortir, monsieur Kouni. S'il vous plaît. Je vous dirai. C'était où? Emmanuel. Ils nous disent où est-ce que... Une seconde. Emmanuel, une seconde. Je vous dis, nous sommes regardants sur les mots qu'on laisse passer sur les plateaux. Parce que nous-mêmes, nous sommes regardés. Il y a des hommes de police qui luttent contre le discours de haine. Donc, vraiment, essayons d'encadrer le message que l'on passe. En même temps, donnons l'information vraie. Je donne l'information vraie? Non, donnons... Non, Diputa. Si vous dites que Maurice Kamto l'a déclaré. Dis-nous où? Je le dis. J'assume. J'ai dit et j'ai dit, et ceux qui m'écoutent, écoutez, monsieur Diputa, oui. Monsieur Kouni ne va pas jouer à ce jeu avec moi. Il peut m'insulter comme il veut. Mais c'est cette vérité que les Camerounais sauront. Non, si vous dites qu'il a déclaré... Je dis et je répète, est-ce que Maurice Kamto n'a pas donné un cours de droit à Nguyen Djon Phu en disant que tu veux contester les élections alors que la limite a été dite par le Conseil constitutionnel, oui ou non? Il l'a fait, monsieur Wabo, c'est pas ça. Encore qu'il n'y avait pas de Conseil constitutionnel. Non, c'était la Chambre administrative qui s'est à ce moment-là. On se comprend. Laisse le français là. Ne joue pas ça avec moi. Il l'a fait. Le même est venu, lors de son élection à lui, contester les mêmes décisions de cette même Chambre. Et lorsque le Camerounais l'âme s'assoit et voit un gars comme ça devant lui et dit, mais celui-ci, avant, disait à Cissé que Cissé, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais aujourd'hui, il dit autre chose. Dans tous les cas, ce que je voulais relever, c'était sur la levée du verrou. Non, j'arrive. Deuxième chose, Maurice Kamto est passé dans des amphis, expliquer du grand juriste qu'il est, que la limitation, le lever de cette verrou n'a aucun problème avec le fait que bien, il était pour. Si aujourd'hui il est contre, où est le problème? L'être humain est dynamique. Lui-même, lors de la dernière présidentielle, était avec aussi. Aujourd'hui, il est avec Maurice Kamto. La vie est dynamique. C'est-à-dire, je voulais lui faire comprendre que si aujourd'hui, il estime que son patron actuel est trop beau, trop mignon, non, si on a des choses à lui dire qu'avant, son passé politique n'est pas si clair que ça. Parce que quand tu veux me faire sortir de cette question, il sort de là. Parce que me fait comprendre que en lançant sa petite main, il n'utilisait pas les voitures de l'administration. Mais on a vu le passeport et pour le diplomate qu'il utilisait. Donc, où est le problème? Ah, mais non, c'est pour te faire comprendre que... Mais le pays vous appartient. C'est pas possible. C'est votre pays. Vous avez acheté le Cameroun. Écoutez ce monsieur, il parle de quoi là? C'est grave. On peut se le dire sans s'énerver. Le passeport appartient à M. Biya. Emmanuel. Lui, il est venu, quand M. Biya est arrivé en 62, il n'y avait pas le Cameroun. On peut se le dire sans s'énerver. Vous avez créé le Cameroun en 62. Emmanuel, vous n'avez pas la parole. Vous terminez et puis on fait le dernier tour sur la question. Et c'est ça que j'appuie dans les dires de M. Pour dire que autant le RDPC, quand le RDPC perd par exemple la mairie de la 3e et que le SDF le prend, c'est le RDPC qui est la cause. Et lorsque le SDF perd et que le RDPC reprenne avec les pouvoirs aujourd'hui, il faudrait que le SDF se pose des questions.
Mais pourquoi on a perdu? Et lorsque le RDPC perd à Loum, par exemple, c'est parce que M. Wabo a mis ce qu'il fallait faire pour gagner. Donc, quoi qu'il en soit, je voudrais dire aux Camerounais qui m'écoutent aujourd'hui que même dans l'opposition, on a cité son cours tout à l'heure, il a la tête d'une coalition et de la société civile et des partis politiques. Lors de la dernière présidentielle, quel est le candidat de l'opposition qui a refusé cette coalition-là? Ça avait été le cas même pour Macky Sall. Tout à fait. Quand Abdoulaye Wade était au pouvoir. voulait absolument. Quel est le candidat à la présidentielle qui a refusé cette coalition? Il n'était pas au deuxième tour. Monsieur Wabo. Non, je veux dire en réalité qu'il y a eu une certaine mobilisation. Oui, au deuxième tour. Et vous dites qu'au Cameroun, c'est impossible. Au premier tour, Si c'est Bamanga du FNC, Macky Sall, c'était au deuxième tour. Wabo du SDF, quel est le candidat à la dernière présidentielle qui a refusé cette coalition? Que tous les opposants s'asseyent pour mettre en place une candidature. Dans tous les cas, ce n'est pas celui du MRC. C'est ce que j'ai dit. Non, oui, je le dis quand même. D'accord. Qui a appelé le ballon dans l'épaule qui s'est tiré au pénalty lui seul. Vous dites un mot et puis on sort de ce thème. Oui, je retiens que... sa candidature par tweet. Allez-y, si c'est allez-y. Je retiens que M. le maire sur cette table a la bonne recette pour gagner les élections. Monsieur le maire. Puisqu'il est maire élu. Il faut que l'opposition se rapproche auprès de vous pour partager la recette. C'est l'exception qui confirme la règle. Pour partager la recette. Ce que je peux dire, ce que je peux ajouter une fois de plus, c'est l'opposition. Vous avez fait cadeau à... Vous avez arrêté les mains de l'UPC pour faire des climates. Laissez cesser parler. Vous avez eu un député en 2013. Laissez cesser parler. Donc je dis qu'il faut qu'on se rapproche de monsieur le maire pour avoir la bonne recette. C'est une bonne nouvelle. Mais ce que je peux confirmer ici, c'est qu'effectivement, au Cameroun, l'opposition peut gagner les élections. Mais maintenant, il faut vraiment se mobiliser, souffrir. Il faut vraiment, je peux dire, multiplier les efforts, tripler les efforts. Alors que ce que nous mettons sur la table ce soir, c'est que nous avons besoin, que je vous ai dit tantôt, qu'on essaye quand même d'avoir un certain équilibre. C'est ça que nous demandons. Et j'ai essayé de démontrer ici, lors de mes premières prises de parole, que le camp d'en face qui est au pouvoir aujourd'hui utilise certains moyens que nous n'avons pas. Il faut le dire, bien que j'ai dit encore qu'on ne va pas pleurer comme au quartier. Mais monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que l'opposition a déçu dans ce pays. Là, je ne suis pas d'accord personnellement, parce que ce ne sont pas les militants d'opposition qui sont remplis, je ne sais pas, dans les prisons du Cameroun. Ce ne sont pas les militants de l'opposition qui passent le temps à être au TCS ou à ton président est membre du gouvernement. Ne faisons pas ce genre de fixation. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que le peuple, en fait, le citoyen ordinaire doit penser? Vous avez eu une plateforme avec le RDPC pour gouverner. Moi, je suis surpris que tu viennes tenir un autre langage ici, alors qu'en réalité, vous mangez dans la même sauce. Laissez-le terminer, chacun a son temps de faire. Il faut être sérieux, s'il faut dire la vérité aux Camerounais, le SDF mange dans la même sauce aussi que le FSNC. SDF au gouvernement. Ils sont de la majorité présidentielle aussi. Ah bon? On a reçu un sénateur et je dis merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Vous devez aussi dire merci à Ils ont une plateforme, non, disons les choses telles qu'elles sont. On a reçu les nominations des sénateurs. Non, la loi prévoit quand même un certain nombre de dispositifs par rapport au parti représenté. Je suis en train de le dire. Votre président national nous a donné un sénateur. Il a donné au FSNC. Par nomination. Est-ce qu'il n'a pas aussi nommé un sénateur? C'est moi qui ai invité. Quand je vous interpelle, essayez quand même de m'écouter. C'est la loi. La loi permet que les partis politiques représentés au Parlement soient dans les instances dirigeantes du Parlement, bureaux et autres. D'accord. Donc, dans ce cadre, le président nomme donc les représentants des partis politiques. Nomme qui il veut. Nomme qui il veut. Et puis même en tant que président de la République, il est libre de nommer qui il veut. Ce n'est pas, parce qu'il est, ce n'est pas le candidat du RDPC. Monsieur Dipita. Non, laissez-moi. Laissez-moi, ne me coupez pas. C'est moi qui donne la parole. D'accord. La question était de savoir s'il y a une plateforme de gouvernement entre le SDF et le RDPC. Pas du tout. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Monsieur Dipita, vous êtes un journaliste, je suis un politique. D'accord. Dans le couloir qui mène vers la présidence, on se voit souvent avec le président national. Pour rester plus sérieux ce soir, Monsieur Dipita, laissez-moi développer. Monsieur Dipita, laissez-moi développer. Je dis, c'est moi qui donne la parole. D'accord. Mon devoir est de ne pas laisser des informations qui ne sont pas exactes. Tout à fait. C'est mon devoir.
On peut pas laisser les choses. Ça se dit sur les réseaux sociaux et partout, mais vraiment. Mais vraiment, essayons d'être désormais corrects. Je vous ai dit qu'on a un souci avec ce discours. Ces discours légers qui passent souvent dans les médias. On ne veut pas être coupable de ces choses-là. Si vous avez des éléments concrets pour le dire et pour le matérialiser, on vous laisse faire. Mais sinon, vous corrigez. Je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre pour terminer. Vous pouvez me relancer sur la question parce que là, je suis perdu. D'accord, Emmanuel va terminer et puis on revient à vous. Oui, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je voudrais tout simplement dire que les partis politiques au Cameroun aujourd'hui sont pris dans l'étau des dinosaures, des vautours doublés de rapaces qui ont tout ramassé et qui passent le temps à dire... Vautours, rapaces, votre champ lexical. C'est-à-dire, il prend les gros morceaux et il ramasse des miettes. C'est de ça qu'il s'agit. Ils prennent tout. Oui, mais ce n'est pas des compliments. Oui, ce n'est pas des compliments. Mais... Vous aurez votre temps tout à l'heure, Elie. Ouais. J'ai dit le parti au pouvoir. Oui. Et le parti au pouvoir est très inélégant dans la gestion, n'est-ce pas, du landerneau politique, plus que des partis politiques. D'accord. Ils manquent d'élégance. Ils sont grossiers, ils sont maladroits, ils sont tout ce que vous voulez. D'accord. Elie, Charles. S'il faut remarquer, en parlant d'élégance et de courtoisie, le panéliste qui a eu faites votre mot de fin. Vous avez cité le propos ici envers qui? C'est toujours eux. On les connaît, ça se remarque. Il n'y a pas de aujourd'hui, c'est le pouvoir. Charles Elie, terminons le thème sur le financement des partis. Je termine par là. D'accord. Pour dire que un jour, quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas pu manger le ndolé, qu'il voulait manger, que c'est à cause de Biya. C'est-à-dire, quelqu'un était au SIF, il est parti de lui-même, il se retrouve au MSC, c'est à cause de Biya. Et c'est ça, le discours politique qu'on donne aux populations. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui, je dis bien même si aujourd'hui, on vote une loi qui demande à ce qu'on donne chaque fin du mois à tous les partis politiques de ce pays 10 millions chaque mois dans leur compte, le fait d'avoir 10 millions dans le compte et aller aux élections, c'est deux choses bien différentes. D'accord, merci. Et on verra, comme dans certains partis où l'agent du bus a disparu, l'agent de suivi a disparu, l'agent était là. C'est le maire. Bon, je crois que mon frère Elisan essaye un peu de sauter sur l'occasion et c'est faire bonne conscience. Moi, je dis, je suis juste honnête de reconnaître qu'il y a une préoccupation au sein des formations politiques et qui, naturellement, devaient revoir leur façon de faire si, à jamais, ils veulent inverser la tendance. Et quand on parlait, par exemple, des financements au niveau des partis politiques, je voudrais faire un parallèle en disant que c'est le propre des Camerounais. Prenez par exemple des problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'Africa Foot. Beaucoup de gens ont accompagné M. Eto'o sur la base d'un programme. Mais ils ne se sont pas rendus compte que M. Eto'o veut absolument appliquer le programme pour lequel il a été élu. Les financements aujourd'hui qui sont donnés aux clubs doivent servir à payer les joueurs. Mais comme les présidents des clubs étaient habitués à prendre cet argent et à mettre dans leur poche, maintenant quand on leur dit non, tant que vous ne payez pas les joueurs, vous ne pouvez plus continuer à avoir de l'argent ou bien vous ne pouvez pas accéder à un certain nombre de faveurs. Mais vous allez voir tout le monde aujourd'hui, la plupart de ces présidents aujourd'hui ont porté les armes contre M. Eto'o qu'ils ont soutenu hier. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que le problème des partis politiques, c'est que à 40%, les partis politiques, quelquefois, sont, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, mais il faut dire que les partis politiques sont responsables à 40% de leur situation. Donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'on revoie la façon de faire, que les financements qui sont donnés aux partis politiques pour leur permettre de vivre, que ça soit effectivement utilisé pour animer le parti politique et pour l'implémenter sur le territoire national. Si on vous donne de l'argent et que vous restez chez vous, vous mangez de l'argent, vous voulez qu'ils viennent donc investir pour vous. Moi, je crois que quand je le dis à dessein. Je dis parce qu'en réalité, il y a des préoccupations qu'on a observées dans la plupart des partis politiques qui sont financés par le gouvernement. Donc, c'est pour dire que, en dehors du fait que les camarades de M. Charles Elisan,
Ils savent comment ils font pour financer le RDPC. Je crois que c'est sur le fond. Non, monsieur, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oui. On sait très bien que vous vivez sur le dos de l'État. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Merci à vous pour cette première manche. On va terminer avec la deuxième thématique de ce soir. On va essayer d'apprécier l'impact de cette fusion JICAM-ECAM, fusion-absorption finalement, sur l'économie camerounaise. Transition. Donc c'est acté depuis cette fin d'après-midi. Les membres du JICAM ont donc choisi de s'allier dans la fusion à ECAM, une forme de fusion qui évidemment avait une part de contestation. Mais au-delà du débat interne, au JICAM, on va donc essayer d'en mesurer ou d'en apprécier les conséquences sur la place économique. L'un des arguments massus de ceux qui portaient cette forme de fusion-là disait qu'avec l'arrivée des PME, le patronat désormais aura suffisamment d'épaules pour regarder droit dans les yeux les pouvoirs publics afin de tirer le meilleur parti du débat économique. Emmanuel Kounié, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a eu beaucoup de débats autour de cette affaire, sauf que tous les débatteurs ou tous ceux qui ont pris la parole pour parler de cette fusion sont restés, n'est-ce pas, dans la périphérie du sujet. C'est-à-dire qu'ils ont passé tout le temps à regarder la forme. Et quand on regarde la forme, on accuse tel de vouloir se représenter, de faire ceci, cela. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je crois que le patronat camerounais a besoin d'être un peu plus fort. Il avait vraiment besoin d'être fort parce que l'économie camerounaise ne va se lever qu'à partir des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, je voudrais vous révéler que en 2011, quand on a commencé, quand M. Biya a fait son discours, je crois que c'était au comice de Bolova en 2011, il a dit qu'il devait lancer les grandes réalisations. Et quand il a dit qu'il devait lancer les grandes réalisations, il a cité une panoplie de grands projets qu'on devait mettre en place. C'était en prélude dans la campagne électorale. Et le ministre de l'économie de l'époque, M. Louis-Paul Motazé, a rapidement pris la parole pour dire, il a fait une interview à Jeune Afrique, il a dit à Jeune Afrique, oui, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons fait des erreurs au moment du pipeline, parce que les PME n'ont rien tiré du pipeline. Nous allons voir au niveau du gouvernement et proposer au chef de l'État la création d'une bourse de sous-traitance. De manière, et on va essayer de préparer une loi qui doit passer à l'Assemblée pour qu'on crée une bourse de sous-traitance qui sera telle que chaque grand projet qui va être mis en place, chaque industriel ou chaque entreprise qui va gagner le marché pour un grand projet puisse réserver 30 à 40% du budget de ce projet structurant pour les PME. C'était une idée géniale. Mais dès qu'il a fini de dire ça, après les élections présidentielles de 2011, on a arrêté les gens, etc. C'était n'importe quoi. Et puis on n'en a plus jamais parlé. On a pu parler de bourse de sous-traitance. Et on s'est rendu compte que les quelques 3 000 milliards des stades et les 1 500 milliards de projets structurants sont rapidement repartis. Parce que toutes ces entreprises qui sont venues gagner les marchés chez nous ont utilisé leurs ressortissants. Que ce soit, on a d'ailleurs vu au stade de Japoma, les Turcs qui étaient dedans, qui dormaient dans les préfabriqués. Voilà, les préfabriqués, tout ça. Tout l'argent est reparti là où cet argent est revenu. Donc je crois que le JICAM doit se donner une surface. Ils doivent être suffisamment solides avec les PME pour pouvoir, n'est-ce pas, faire comme au Nigeria. Au Nigeria, l'État a voté une loi sur le contenu local. C'est-à-dire que si vous voulez signer un contrat avec l'État, une entreprise étrangère, vous devez expliquer à l'État comment vous allez faire pour que 30% reste entre les mains des PME. Macky Sall vient de voter la même loi au Sénégal, une loi sur le contenu local. Donc il faudrait que le JICAM soit suffisamment fort pour se mettre face à ce gouvernement et puis imposer au gouvernement, faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une loi d'orientation, ne serait-ce que du contenu local, afin que ces PME-là puissent, n'est-ce pas, créer des emplois. Parce qu'ils ne pourront jamais créer des emplois dans le contexte actuel.
puisqu'on distribue les marchés, on prend les bachiches, et puis tous les gens qui viennent, on multiplie le pont sur le Vouri, devait être fait à 65 millions, on s'est retrouvé à 149 millions, parce qu'il y a eu augmentation des augmentations. On a conçu le pont à plus du double, mais tout cet argent est reparti. Les PME et les PMI n'ont rien eu. Donc moi, je suis pour qu'il y ait cette fusion, et que cette fusion, une fois qu'elle sera faite, qu'elle constitue, n'est-ce pas, une grande force face au pouvoir public, une force qui peut agir, que ce soit un vrai contre-pouvoir économique, parce que dans leur programme économique qui est en cours aujourd'hui, qu'ils appellent le SND 30, ils ont eux-mêmes dit que la philosophie, c'était de savoir comment faire pour que le secteur privé soit le moteur de la transformation structurelle de l'économie du Cameroun. Alors ce secteur privé ne peut le faire que si il est fort, si l'organisation patronale est solide pour représenter ce secteur privé, et si elle peut de temps en temps jouer le rôle de faire pression sur l'État pour que cet État qui pense que les fonctionnaires doivent être plus riches que les opérateurs économiques, que cet État-là puisse revenir à la raison et comprendre que c'est les opérateurs économiques qui développent un pays, ce n'est pas les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires ne produisent pas la richesse, ils ne créent pas la plus-value, ils ne font rien du tout, ils sont là justement pour réguler le système, pour le faire fonctionner, et non pas, n'est-ce pas, pour pouvoir se transformer en opérateur économique et nous emmerder avec les bétons partout qui ont planté à Bounamou, ça a dit un peu partout dans le pays, et on ne sait pas comment on peut trouver le domaine du travail avec tout ça. Charles Lee, allez-y. Bon. Je voudrais me dire que première chose, en 2011, Montazé n'est pas ministre de l'économie. C'est Nganou Djoumessi, lors du commissaire agro-pastoral. 2011, c'est Nganou Djoumessi qui est ministre de l'économie. Avant qu'on ne sorte, je vais t'apporter la preuve du contraire. Merci beaucoup. Avant qu'on ne sorte d'ici, il faut éviter de dire des bêtises, parce que tu diras une bêtise et je vais te le prouver. Deuxième chose que je vais dire, c'est que ECAM, c'est l'entreprise du Cameroun, qui est dans les 600-750 membres, qui est constitué essentiellement de PME et de PMI. Le GICAM, c'est 1000 membres par là, qui est essentiellement constitué des grandes entreprises. Or, le tissu économique, le tissu industriel du Cameroun repose essentiellement sur l'informel. Vous savez que c'est l'informel au Cameroun qui porte à près de 80% le pouvoir économique du Cameroun. Ça, c'est le rapport de l'enquête camerounaise sur les ménages, faite par l'INS, l'Institut national de la statistique. Alors, l'idée de Tawamba, au fond, c'était de mettre en place un partenariat fort. Un partenariat fort qui pouvait se mettre lors du Cameroun Business Forum, être un contre-pouvoir alternatif vis-à-vis de l'État. Parce que, qu'est-ce qui se passait de temps en temps? À partir du moment où, par exemple, on lançait un grand chantier, et que la grande entreprise gagnait le chantier, il y avait plusieurs petites autres entreprises qui faisaient ce qu'on appelle la sous-traitance. Et ces petites entreprises sous-traitantes, généralement, n'avaient pas souvent la surface financière qu'il fallait, la capacité humaine et matérielle pour pouvoir gérer les marchés comme il se devait. Donc, c'est pour ça l'État même qui est ce qu'on appelle la caisse de dépôt et de consignation, parce qu'il fallait donc mettre en place tout cet organigramme qui permettrait d'avoir un partenariat fort qui pourrait reposer sur des bons fonds maximaux qui pourraient permettre à ce que l'État puisse mettre en place sa politique économique. De l'autre côté, moi je me demande, pendant que le partenariat devient de plus en plus fort, et les employés, de l'autre côté, il faudrait aussi que tout ce qu'il y a comme syndicat d'employés, d'ouvriers, se mettent aussi ensemble pour qu'il y ait un contre-pouvoir aussi au moment où les entreprises qui sont de plus en plus fortes et dans l'économie du marché pourront augmenter leurs actions, leurs dividendes, leur pouvoir, que les salaires aussi soient de manière adéquate au niveau. Et enfin, l'État doit y mettre de la main, parce que lorsqu'on aura à ce moment-là le monopole quasi oligostique, oligopole politique même de ces grandes entreprises, comment est-ce que l'État faudra faire pour pouvoir réguler les choses de telle manière à ce que l'État ne soit plus dépendant dans certaines structures, notamment au niveau de la nécessité des denrées de première nécessité, que la population puisse en avoir. Donc, il n'y a pas par exemple le domaine du poisson, le domaine du blé et tout. Lorsque je me rends compte que nous sommes dépendants du blé, et lorsque nous importons des tonnes de blé, et que c'est le patron de Mini qui est au GICAM, et que tout ce qu'il y a comme sous-structure qui font dans
la transformation du blé, le transport du blé et même la vente du blé se retrouvent dans la même association qui est JICAM et CAM, dans cette fusion-création ou fusion-association, appelons ça comme on veut. L'État doit regarder maintenant à travers sa politique dans l'impôt-institution au niveau de ce qu'on appelle par exemple les produits alternatifs. Donc moi, je me dis c'est bien qu'on ait un patronat plus fort, plus puissant, encore qu'au Cameroun. Tout à l'heure, on parlait du nombre impressionnant des partis politiques qu'on a. Le Cameroun a aussi cette congruité qu'il a beaucoup de partenariats. Il y a ECAM, il y a MICAM, il y a JICAM. Est-ce qu'on pourrait avoir un partenariat fort, un seul partenariat fort? Il faudrait aussi qu'on ait des employés qui se retrouvent sur une structure forte et qu'on ait aussi un État fort qui permet de réguler les choses. Que le consommateur lambda soit le principal bénéficiaire de toutes ces fusions au niveau du panier de la ménagère. Il faut néanmoins noter que Louis-Paul Motazé part du ministère de l'économie en premier temps en décembre 2011. Pour le secrétariat général président de la République, dans 2011-2015, il revient après. Donc il était effectivement ministre de l'économie. En 2011, pendant le commis, c'était Ganou Djumessi. En décembre 2011, il est nommé secrétaire général des services du Premier ministre. Mais il part du ministère de l'économie. Pendant le commis. C'est bref. C'est une brèche. C'est M. Biya qui parle pendant le commis. C'est au commis que M. Biya annonce que on va... Et son ministre de l'économie va parler à Jeune Afrique. Qui est un gagne à ce moment-là? Non. C'est une brèche. Cherche, tu vas voir que c'est Moutazé qui prend la parole. Qui est aussitôt refermé. Ouais. Allez-y. Ouais, bon, je voudrais dire que, vous savez, cette fusion, je ne sais pas, cette fusion a créé beaucoup de problèmes. Et chacun y a selon son intérêt. Et moi, je crois que le véritable problème qui se pose au niveau du JICAM, au niveau de cette fusion, je crois que depuis 2019, je pense que ECAM et JICAM, ils se sont mis ensemble pour discuter à l'effet de se remettre ensemble. Et moi, je reste un peu dubitatif. J'aimerais bien savoir quelles seront les retombées de cette fusion, sachant effectivement quel est le comportement de l'État vis-à-vis de l'ensemble des groupements patronaux, que ce soit avec ECAM ou que ce soit avec JICAM. On aurait bien pensé que cette fusion pouvait permettre à cette structure d'avoir un peu plus de l'épaisseur et d'être capable ici d'accompagner le gouvernement dans une politique peut-être d'industrialisation ou d'imposition de quoi que ce soit. Mais vous savez, il faut déjà voir quelle est la volonté politique de l'État dans ces circonstances. Parce que ce que nous observons la plupart des temps, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'on essaie d'habiller en disant qu'il y a constamment des... Donc, disons que malgré le fait qu'on essaie constamment d'habiller en faisant croire qu'il y a constamment des concertations entre ces groupements patronaux. Allez-y. Vous pouvez permettre qu'on avance, s'il vous plaît. Laissez que les gens avancent un peu, je vous en prie. Moi, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que le problème que nous avons, le problème que moi j'ai, la question que moi je pose, quel sera l'apport de cette nouvelle structure, de ce nouveau groupement, de cette fusion sur la politique industrielle ou bien sur les autres politiques économiques du pays. C'est vrai que de temps en temps, on essaie d'organiser des rencontres entre ces groupements et l'État. Mais moi, je crois que c'est juste des réunions de façade. Parce que, en fait, quand l'État vient, l'État a déjà une idée. Son agenda. Et c'est juste de façon formelle qu'on essaie un peu d'organiser. Alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, l'État devait puiser son inspiration dans ces groupements pour permettre à ce que l'implémentation de la politique économique ou bien industrielle réponde aux préoccupations des populations ou bien aux besoins de la nation. Vous allez voir par exemple au Nigeria, vous allez vous rendre compte que l'économie nigériane est dominée presque à 70% par les Nigériens. Parce que l'État a mis sur pied une politique qui
permet ici aux jeunes entrepreneurs d'être accompagnés dans les besoins ou bien dans les directives que l'État a tracées. Mais quand nous regardons ici au niveau du Cameroun, c'est presque impossible. Vous prenez par exemple, je vais prendre un exemple pour élucider ce que je dis. Prenez par exemple la transformation du bois. Qu'est-ce que l'État a fait pour accompagner les industriels dans la transformation du bois? Ce sont des choses qu'il faut regarder. L'État subventionne. Élie, laissez le maire terminer. L'État exonère les impôts. Élie, vous reviendrez. Laissez continuer, l'État fait subvention. L'État subventionne toutes les entreprises qui font dans la filière bois. Oui. L'État exonère tout ce qui a comme taxes fiscales et douanières de toutes les entreprises qui font dans c'est-à-dire ce qui fait entrer les intrants contenant le bois au Cameroun. Oui. 3. L'État permet de protéger les essences rares. En faisant quoi? En demandant que 45% sortent, 55% restent au Cameroun. Bon. Le problème qu'on a au Cameroun, est-ce que vous avez au niveau de la filière bois, il finit par là. Oui. C'est parce que la filière bois est composée à 90% de ceux qui sont expatriés et non les nôtres. Bon, ça, le bon alors maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ce saupoudrage pour la réalité. C'est votre point de vue. Non, ça, c'est laissez que je finisse. Oui. Ce saupoudrage. En réalité, quand on veut, par exemple, procéder, quand on veut, par exemple, mettre sur pied une industrie du bois, on commence par la base. On commence par la formation scolaire. Allez dans les lycées techniques. Vous allez voir. Allez dans les lycées techniques, allez dans les éthiques. Oui. Vous allez presque pas trouver des ateliers qui sont équipés. Les lycées techniques doivent la commencer, on peut le bois là-bas. Ne discutez pas, je dis, ça ne sert à rien de discuter pour rien. Je dis que ça ne sert absolument à rien de discuter. Je connais le pays mieux que vous. Moi, je prends par exemple le cas du lycée technique. De quel? De Loum, par exemple. Oui. Okay. La première machine qui a été offerte au lycée technique, c'est moi qui ai offert cette machine au lycée technique. Quand vous allez dans les ateliers, des établissements techniques, vous avez honte. Parce que quand on vous parle, par exemple, d'un atelier de soudure, quand vous allez dans un atelier de soudure, vous demandez... Dans la plupart des lycées, je vous mets au défi, que ça soit les... Ne venez pas ici dire des choses qui n'existent pas. Moi, je dis, je suis mieux informé que vous là-dessus. Je suis mieux informé que vous là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour dire que... Je voulais donc dire ici, s'il vous plaît, laissons même le domaine du bois. Si nous parlons par exemple de l'agriculture, vous avez parlé de l'agriculture de 3e génération. Vous avez commencé la 1re génération quand vous se retrouvez à la 3e génération. Je peux vous répondre. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quand nous regardons aujourd'hui toutes les politiques de développement que l'État a mis sur pied, on dit que vous mettez la charrue avant le bœuf. Vous êtes allé à Ebolova créer une unité de transformation, de montage des tracteurs. Mais qu'est-ce qu'ont devenu ces tracteurs? Vous dites que vous allez faire par exemple l'agriculture de 3e génération. Cette agriculture, vous n'avez même pas encore commencé. La mécanisation n'est pas visible au niveau de cette agriculture. Donc pour revenir à la fonction de ce groupement patronal, à l'impact que ce groupement patronal peut avoir sur le développement de notre pays, moi je dis, il y a une volonté de leur côté. Mais est-ce qu'ils vont être suffisamment écoutés et accompagnés par l'État? Donc c'est ça également la problématique que nous avons au niveau de ce groupement patronal. Et d'autres choses. Je voudrais également vous faire remarquer que quand M. Kounié essaie ici de dire, bon, oui, le ministre de l'économie à l'époque avait dit que on devrait à chaque projet créer ce qu'on appelle le contenu local. Mais je voudrais donc vous faire remarquer qu'au niveau, par exemple, des GICAM et autres, vous allez voir que les mastodontes qui sont dans ces groupements patronaux sont des structures extérieures, sont des entreprises étrangères. Donc, vous convenez avec moi que les multinationales, c'est ce que je voulais dire, les multinationales, vous convenez avec moi qu'ils ne peuvent pas être enclins à se départir des avantages qui leur permet d'engranger autant de profits. Donc, on pense ici que la volonté, tant qu'il n'y a pas une volonté politique avérée, il est difficile que le groupement patronal puisse jouer efficacement son rôle. Parce qu'on constate que l'État
dans son fonctionnement, ne prend pas facilement en compte les avis qui peuvent leur permettre ici de modifier. Et comme a dit, qui peuvent leur permettre ici de mieux implanter une politique. Et comme a dit par exemple M. Kouni tout à l'heure, nous ne nous appuyons pas sur des expertises réelles. On pense que comme l'homme fonctionnaire a fait des études, je ne sais pas de quoi, ils sont à même de prendre toutes les décisions et d'apporter toutes les solutions aux problèmes des Camerounais. Quand vous voyez par exemple certains pays qui vont dans une négociation, et quand ils vont dans les négociations, ils sont bardés. Quand les multinationales arrivent au Cameroun, quand ils viennent dans les négociations, ils sont accompagnés des avocats, ils sont accompagnés d'un certain nombre d'intelligence. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le fonctionnaire, il s'en va, il négocie, et en fonction de son intérêt, il met tout le pays en épave. Donc, nous l'avons observé en ce qui concerne les constructions des stades. On a importé les préfabriqués. On est venu faire des stades, et qu'est-ce que, à la fin, dans tout cet investissement, qu'est-ce que le Cameroun a profité? D'accord. On pouvait certainement, dans le cadre de la construction de ces stades, permettre, même pas seulement créer des emplois, mais soutenir les PME et permettre aux PME de se mettre à niveau. Donc pour que ça change au pays, il faudrait déjà que le système scolaire soit adapté aux réalités du pays. Si. Oui, monsieur le député, au-delà de tout ce qui a été dit autour de cette fusion, au-delà des agitations qu'il y a eu depuis quelques semaines sur cette affaire, des personnes en interne qui faisaient ressortir que cette fusion a aucune base juridique, que ce soit sur la loi des statuts du JICAM et tout ça. Moi, je vais vous répondre comme on répond au quartier. Je vais vous taper sec en fait, comme on dit. Pour moi, c'est contre nature cette fusion. Je vais vous expliquer. Et que là, quand je vois l'impact économique national, il n'y a aucun impact dessus. Je pense que ça s'est passé comme ça a l'habitude de se passer dans notre pays, le Cameroun. Déjà, vous le savez, vous êtes un homme de médias, qu'aujourd'hui, ça a été compliqué pour vous, les hommes de médias, d'avoir, je ne sais pas, un petit trou pour trouver de l'information à l'intérieur de ce qui se passait. Non, pas pour nous, STV. Ah, peut-être que vous avez été bien, parce qu'il y a eu des médias, je ne vais pas citer les noms ici. Ben, il y avait des médias qui étaient accrédités, pour ce que je sais. Il y avait des médias qui étaient même des membres du JICAM, si vous voulez, qui n'ont pas pu avoir l'accès à ce qui était en train de se passer. Je parle, vous savez de quoi sur quoi je suis en train de m'appuyer. Alors, voilà, aujourd'hui, monsieur le président, vous avez présenté ECAM, machin. En réalité, ECAM, c'est 400 membres, en réalité. Et ECAM, on ne connaît même pas là où il y a leur siège. Non, on ne peut pas dire ça. Leur siège est où? Dis-moi là où leur siège est où? À Yaoundé où? Non, je ne te parle pas du président. Leur siège est où? La rue de leur siège est où? Ok, j'ai compris. Donc, c'est quelque chose qui est contre nature, il faut dire la vérité. Et le pouvoir central a l'habitude de ne pas accepter que quand des personnes se regroupent, quand des personnes se réunissent, et qu'eux, ils n'arrivent pas à pénétrer ce groupe. On a vu ça avec l'ordre des médecins, on a vu ça avec les avocats au barreau du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le patronat qui est pris en otage. Tu as donné ton point de vue, laisse-moi donner mon angle de point de vue. Le rapport est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé là-bas, M. Zan, c'est quelque chose qui a été fermé, arrangé, parce que, et vous allez voir, M. Dipita, que d'ici là, vous allez dire que je vous ai dit peut-être. Vous avez suivi... Vous allez voir, je chute par là, qu'il y aura absorption. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand j'ai même vu la note, permettez-moi de citer, quand j'ai vu la note du JICAM aujourd'hui, personne sur cette table ne peut nous donner la nature réelle de la fusion. Parce qu'avant de venir sur votre émission, j'ai quand même lu la note qui a circulé, qui nous annonçait que il y a eu AG extraordinaire aujourd'hui. Vous avez suivi M. Emmanuel Wafo ce matin à la sortie? Oui, j'ai suivi. On sait comment ça se passe, monsieur Dipita, après un arrangement. Vous l'avez suivi avant aussi l'AG. Vous l'avez suivi avant l'AG, M. Dipita. Ce qui me gêne. M. Dipita, j'ai un point de vue que je défends aussi. Oui, mais ce qui me gêne dans votre point de vue, vous ne pouvez pas tout le temps remettre en cause ce que les autres disent sans apporter la démonstration et les arguments. D'accord.
Je vous dis, vous allez sur M. Emmanuel Wafo, vous me dites oui, mais on sait comment ça se passe. Donc vous créez une suspicion dans ce que lui il a dit, sans en apporter l'argument. Ça pose problème, surtout en télévision. On peut contester. Vous pouvez dire, ok, il n'a pas fait. Mais si vous dites que, si vous suspectez, vous dites que bon, il a dit, parce qu'il était dans la chambre hier avec tel, ils ont négocié, on en est arrivé là. Mais si vous n'avez pas ce genre d'argument, il vaut mieux ne pas le laisser transparaître. En fait, c'est ce que je voulais apporter comme... Quand je vous dis qu'on sait comment ça se passe, on sait comment ça se passe. Moi, je ne sais pas. Parce que le même Wafo, avant qu'il y a eu l'assise, avant les échanges, on connaissait son point de vue. Donc, je termine. On termine. Bon, je voulais dire que, pour ma part, quelles que soient les messes... Immeuble Zénith. Quelles que soient tous les messes que les gens ont faites, mon problème, c'est comment faire pour pousser ce gouvernement à avoir une politique économique volontariste. Comment créer un contre-pouvoir pour les amener à se départir du comportement qu'ils ont. Parce que vous ne pouvez pas voir des gens qui vous disent que ils nous parlent de l'import substitution. Ça veut dire qu'on va produire ce qu'on importe et on va tellement produire qu'on va même exporter une partie. Et ils l'ont dit depuis, depuis 2020, janvier 2020 ou décembre 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On ne voit pas grand-chose. Je voudrais qu'on comprenne que les autres n'ont pas fait du miracle. Par exemple, le maire a parlé du Nigeria. Mais les Nigériens ont profité seulement quand il y avait la crise en 2016. En 2016, ils ont dit, bon, comme la crise économique est revenue, ce que nous allons faire, c'est que, bon, ils ont une monnaie. Ça a permis que la politique monétaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va réduire le taux de réserve obligatoire des banques de 5%. On passe de 25% à 20%. Les 5% qui restent, nous allons permettre aux banques de mobiliser tout cela et de distribuer aux PME pour les soutenir. Et dans le secteur du bois particulièrement, ils ont pris une décision dans le cadre du contenu local qui voudrait que aucun meuble ne soit importé pour le compte de l'État. C'est-à-dire que les carnets de commande de l'État, pour ce qui concerne tout le matériel de bois, consommation locale, soit orienté vers les PME. Ils ont donc orienté les carnets de commande vers les PME. Ça a créé des emplois, ça a réchauffé un peu l'économie. On a vu l'impact. Ça veut dire que des choses peuvent être faites si on s'appuie sur les petites et moyennes entreprises. Mais comme chez nous, on ne les prend pas en considération. Je crois que dans un grand ensemble, avec le GICAM et les CAM, ils pourraient mieux s'organiser pour devenir un réel contre-pouvoir économique. Pour permettre, ils peuvent peser, ils peuvent même dire à l'État, si vous ne faites pas ça, nous on ne fait pas ça. Si c'est eux tous qui sont là-dedans. Et ça va permettre à l'État de suivre automatiquement. Parce que sinon, on ne va pas bouger. Si on doit les laisser, et l'État est tel que, cet État qui nous gouverne, est tel que, dès qu'ils ont les possibilités, ils avancent. Même si tout brûle derrière eux. Donc, moi je crois qu'un gros ensemble, un ensemble solide, qui réunit tout le monde, peut être toujours une très bonne chose face à cet État qui a l'habitude de nous diviser, nous disperser, parce que l'État est peut-être prêt de prendre ECAM pour combattre GICAM, etc. Mais s'ils peuvent se mettre ensemble, et si l'esprit peut être, n'est-ce pas, de constituer un ensemble fort, je crois que ça peut permettre à l'économie de se réchauffer un peu, qu'il y ait une création d'emplois, que l'État même soit obligé de comprendre que les carnets de commandes doivent être orientés vers les petites et moyennes entreprises, et les 2000 milliards de l'État d'investissement, qu'on oriente ça vers les activités locales et non acheter les produits qui viennent conclut, termine. Le terme et puis Élie. Non, je voudrais juste... je crois que pendant que je parlais tout à l'heure, Élise a semblé dire que l'État en fait beaucoup. Et moi, je voudrais dire juste que quand on élabore une politique économique, il y a les leviers. Si nous prenons par exemple le simple cas de l'énergie, vous ne pouvez pas développer un pays tant que vous n'avez pas la possibilité d'avoir de l'énergie en permanence. Alors que dans le cadre, par exemple, d'une concertation avec ces groupements patronaux, on pouvait proposer à l'État des solutions qui peuvent permettre à ce que les entreprises, les PME et autres puissent être ravitaillés en énergie électrique de façon continue. Même pas de mini-barrages. Bon, c'est ce que je voudrais dire. Et maintenant, je voudrais également dire à M. Charles Izan que quand dans un pays, il y a des secteurs qu'on veut peut-être développer, la formation va avec. Et au niveau des structures scolaires, on modifie les structures scolaires pour adapter
aux besoins. Une seconde, monsieur le maire. Au Nigeria, les gens ont fait mieux. Ils ont obligé les gens dans le contenu local à former les PME, à transférer la technologie. On a vu ce que Dangote a fait. Sans aller vers l'école. On dit, bon, vous devez mettre les PME à niveau. Sinon, on a vu ce que Dangote a fait. Donc, c'est pour dire que, oui, justement, c'est fini. C'est pour dire en réalité qu'il manque de volonté politique. Charles Lee. Je tiens à On sort de l'émission que le gouverneur de la Banque du Nigeria est en prison aujourd'hui. Pour avoir fait sortir de l'argent et donner à Dangote pour sa raffinerie sans contrôle autre. Et on parle même de soupçons de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. Je vais lui faire comprendre qu'on prend les exemples ailleurs. Au moins, ils ont investi. Vous volez pour vous, pour manger. Ok. Terminé. Ouais, Seigneur. Et qu'est-ce que vous voulez insinuer? On est à la fin de l'émission. Il nous dit ce qu'il veut dire par Oui, il va dire comment sur le COP. Sur le COP tout le temps, il va... Le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique a permis au Cameroun d'appuyer les PME camerounaises. Quelle PME? Laissez-moi parler. D'appuyer les PME camerounaises pendant de 33 milliards de francs CFA. Mais quelle PME? Vous avez bouffé vos PME. C'est de l'argent volé, ça. Troisième chose, M. Wabo. PME créée par la banque des PME et des PMI existe au Cameroun. C'est vidé déjà, il n'y a plus rien. Quatrième chose. Il n'y a plus un franc là-bas dans cette banque. Quatrième chose. Le gouffre financier de l'argent sorti de la banque des PME et PMI est l'argent que vous avez pris, vous n'avez pas remboursé. Cinquième chose. C'est le RDPC qui a pris tout ça. Est-ce que vous donnez aux gens en dehors des membres du RDPC? Cinquième chose, M. Wabo, je voudrais vous faire comprendre que aucun pays au monde, à travers l'État, ne finance les PME. L'État met en place l'organisation, le système monétaire, bancaire et tout, qui permet à ce que les banques commerciales puissent financer l'industrie locale. Oui, l'État ne finance, laissez-moi penser, l'État ne finance pas les PME, l'État ne finance pas les entreprises. L'État met en scène un organisme. Nous avons vu pendant le Covid. L'État oriente les carnets de commandes vers les PME. Même l'État finance. L'État finance. L'État. Écoutez-moi très bien. En 1947, lorsque Kodok est directeur du commerce extérieur au ministère de l'économie, à ce moment-là, on sort de là. On est en train de partir du joug colonial pour créer un État. C'est normal qu'à ce moment-là, les États africains donnent des moyens. Mais la ligne 94, aux hommes d'affaires camerounais pour qu'ils... La ligne 94, c'est pourquoi? Au finish, vous n'allez pas passer le temps à crier et à brailler. Vous devez comprendre que l'État du Cameroun fait ce qu'il a fait. Merci Charles Elie, Guy Mesmer, Emmanuel. Que les PME se mettent à niveau. Ça te dépasse. On écoute Cissé en une minute. En une minute, moi je suis très pessimiste sur cette fusion. Je vais tout simplement dire que le patronat vient d'être cédé à l'État du Cameroun, comme plusieurs syndicats de transport, plusieurs énergies qui se mettent souvent ensemble pour dire non ou alors pour monter un peu de force à l'État du Cameroun. Je suis un peu déçu. Ils disaient non avant. Je suis un peu déçu. Merci Cissé, Emmanuel, Charles Elie et Guy Mesmer. Merci à vous à la maison. Je suis très pessimiste. Mardi prochain, notre édition de Carte sur Table. Bonsoir.